On va recevoir Patrice qui est complotiste. Mais pourquoi tu penses qu'on nous cache tout ça, Patrice? Guillaume. Est-ce qu'il y a des reptiliens, d'après toi? Oui, bien sûr. J'avais vu ça sur des présidents de pays étrangers. Mais parmi eux, il y a des gens qui sont infiltrés par des civilisations exogenèses, qui vivent en dehors de notre monde, au-delà du mur Des de glace. extraterrestres, quoi. Ou des ultraterrestres. Il n'y a jamais eu d'homme sur la Lune. Sincèrement, ça tient debout, ça. Il n'y a aucune mission Apollo qui est allée sur la Lune. Tu t'es fait vacciner ou pas? Certainement pas. Alors là, je vais te dire, le Covid, c'est pas un virus, c'est un plan. Retenez bien ça. En fait, tu es complotiste de tous les sujets. Une théorie du complot, C'est un peu l'incapacité de se remettre en question. Tu sais ce qu'on en fait de ces gens-là? Des gens qui sont prêts à révéler ce genre de choses. Je le dirai pas ici, mais t'en as une petite idée. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Émission exceptionnelle aujourd'hui sur le thème du complotisme. On a voulu aborder le sujet pour le comprendre. Non pas pour le cautionner, mais pour le comprendre, pour essayer d'écouter le discours de certains sur Internet, sur certains sujets justement, car selon un sondage IFOP, il y a encore quelques années, et notamment l'année dernière, plus de 33% des Français croyaient à au moins une théorie du complot. Pouvant même aller sur certains sondages jusqu'à 60% des Français sur certaines théories du complot. On a voulu approfondir le sujet. Vous êtes nombreux à nous écrire à chaque fois pour passer dans l'émission et raconter des choses. Et on a reçu un message il y a quelques temps de Patrice. Patrice, 71 ans, qui est ici aujourd'hui avec moi en studio, qui croit à toutes les théories du complot. On s'est dit que c'était intéressant, comme ça on prenait une seule personne pour écouter les théories du complot auxquelles beaucoup de Français ou certains Français croient. Au fur et à mesure de l'émission, lorsqu'on l'a tournée, on a donné cette émission à un garçon qui s'appelle Harddisk, Henri. C'est Harddisk, son pseudo sur Internet, c'est un youtubeur qui vulgarise des sujets et qui les explique très bien sur Internet. On lui a demandé de débunker, c'est-à-dire d'écouter l'émission et de donner, lui, les vrais chiffres, pour contredire, pour essayer de donner la version officielle, la version à laquelle nous, on croit. Mais comme ça, on donne la parole, c'est aussi un argument de beaucoup de complotistes de dire « Regardez, on m'invite pas sur les plateaux, on nous donne pas la parole, donc c'est que c'est vrai, puisqu'on veut pas que j'aille sur les plateaux le dire. » Là, regardez, on les invite, on les écoute et on essaye de comprendre. On est 70 millions de Français aujourd'hui, à peu près, dans les mêmes frontières, on est différents, et on accepte ici sur Légende de recevoir des gens, de recevoir tout le monde et d'essayer de comprendre. Pas de cautionner, mais de bien comprendre le sujet. Donc on va aborder le sujet de Patrice aujourd'hui, qui est complotiste. Il se dit, lui, libre penseur. Vous allez voir, émission exceptionnelle. Vous allez pouvoir commenter d'ailleurs l'émission, puisque j'adore lire vos avis sur ce genre d'émission, savoir ce que vous avez pensé de chaque sujet. Et attention, certains sujets, on comprend que parfois certaines personnes remettent en question la version officielle et se posent des questions. C'est pas le sujet. Mais là, en fait, c'est que Patrice croit à toutes les théories du complot. Du coup, on va en parler avec lui. En tout cas, juste avant de commencer l'émission, je voulais remercier notre partenaire aujourd'hui, c'est Trade Republic. C'est une banque qui permet d'investir dans plein de sociétés européennes et mondiales grâce à la bourse. Vous pouvez investir en bourse directement ou en crypto-monnaie à partir de 1 euro. On a reçu Mathias Bettino, justement, celui qui gère la partie Europe de Trade Republic, le directeur des marchés européens, qui est venu plusieurs fois ici déjà. Et on a fait une émission spéciale sur le thème du monde qu'on laissera à nos enfants. C'est un sujet qui venait d'ouvrir un compte pour les enfants, justement, sans frais, jusqu'à 18 ans, qui permettait de mettre de côté tous les mois de l'argent pour pouvoir laisser quelque chose à ses enfants lorsqu'ils ont 18 ans. On a reçu Éméré, 10 ans notamment, dans cette émission, qui a la maladie des os de verre, avec une autre fille, Léa, et puis 2 parents, pour réagir au monde qu'on allait leur laisser. On a abordé plein de sujets très intéressants. Je vous mettrai directement le lien dans la description. Et puis pour télécharger Trade Republic aussi, voilà, directement dans la description de la vidéo YouTube et dans la description des podcasts audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. En tout cas, merci d'être si nombreux et puis de faire de Légende le premier podcast de France. Et hâte de vous rencontrer, pour terminer, avant de commencer cette émission exceptionnelle, hâte de vous voir lors de la tournée Légende Tour. On part vous rencontrer dans 16 villes, dans 16 des plus grandes salles de France. On a réservé des zéniths. À Bordeaux, on est à l'Arkea Arena. On est à Forêt Nationale à Bruxelles. On est à la Adidas Arena à Paris. 2 jours, en octobre et en novembre prochain. La Adidas Arena sera le 14 et le 15 novembre 2026. Et donc, on y sera avec 6 invités qui ont marqué la chaîne, dont Philippe Boxo, dont Thérèse Argot, qui est thérapeute de couple, dont Julien, qui est un pilote d'hélicoptère de combat. On aura une scène centrale avec un show. Vous pouvez venir avec des enfants, avec des grands-parents, en famille. Ça va être un show où il y aura des surprises et on va apprendre plein de choses. Ça va être hyper intéressant. Chaque invité viendra raconter 3 anecdotes exceptionnelles qu'il n'a jamais racontées. Il n'y aura pas de téléphone dans la salle. Vous ne pourrez pas filmer ou prendre de photos parce que ce qui va se passer en salle va rester en salle. Et c'est pour ça qu'ils pourront raconter des anecdotes absolument exceptionnelles. Donc voilà, ça sera octobre et novembre 2026. Prenez vos places directement sur légende-tour.fr. Il y a déjà plus beaucoup de places. C'est pour ça qu'on a rajouté une date à la Adidas Arena. Donc allez prendre vos places si vous voulez être avec nous. En tout cas, on a hâte de vous y voir. Et c'est parti maintenant avec Patrice, le complotiste sur Légende. On y va. Bonjour, je m'appelle Patrice, j'ai 73 ans et je suis complotiste. Bienvenue Patrice, merci pour cette intro.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire complotiste? Tu m'as écrit il y a quelques mois, lorsqu'on avait fait une émission avec Mike, qui se présentait comme platiste, c'est-à-dire qui pense que la Terre est plate, comme, je crois, 8 ou 9% des Français, d'après un sondage, c'est énorme. On s'est dit, tiens, c'est important, dans un média comme le nôtre, de donner la parole à tout le monde, à tous ceux qui pensent, à tous les métiers, à tous les courants, essayer d'écouter justement les autres Français qui habitent sur le territoire et qui pensent différemment de nous. C'est un peu le principe de ce média, d'essayer de comprendre pourquoi on pense ça et d'écouter vraiment en prenant le temps. Qu'est-ce que ça veut dire complotiste? Un complotiste, c'est un chercheur de vérité. Et c'est souvent quelqu'un qui décèle les coups fourrés avant les autres. C'est toi qui m'as écrit par mail, suite à l'émission de Mike, on va y revenir. Juste, j'avais noté un chiffre, donc c'est IFOP, pareil, c'est un institut de sondage, qui dit que plus d'un tiers des Français, donc plus de 33%, croient à au moins une grande théorie du complot. Est-ce que ça te parle? Moi, je suis toujours surpris parce que les complotistes sont tellement critiqués que maintenant, dès qu'une idée un peu hors norme est évoquée, je ne m'y intéresse même pas, je veux même pas l'entendre. C'est quelque chose qui... Moi, tu vois, dans mon entourage, quand j'expose mes idées, et des idées, j'en ai de nombreuses, personne ne me comprend. Les seules personnes qui me comprennent, c'est les personnes qui me sont très proches, ma fille, ma maman, ma femme, et peut-être un ou deux amis. Le reste du temps, on me dit, mais t'es perché, qu'est-ce que tu nous racontes là? Parce que les gens sont dans une dimension qui n'est pas la mienne. La plupart des gens, 95% des gens, sont dans une dimension incarnée. Et moi, je ne suis pas dans une dimension incarnée. Je suis en partie dans une dimension incarnée. C'est-à-dire quoi une dimension incarnée? Celle qui est la nôtre, d'homme, d'humain, incarné avec un corps. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a de l'énergie, avant toute chose. De l'énergie, de l'information, de la vibration. Et ça, c'est une conscience aussi. La conscience matérielle, c'est quoi dans laquelle nous vivons? C'est le temps, l'espace et la matière. Ça induit la conscience matérielle dans laquelle nous vivons au quotidien. Mais à ça s'oppose l'énergie, l'information et la vibration. Et ça, c'est la conscience immatérielle ou vibratoire de notre monde. Et tu as même une troisième conscience, qui est celle qui est induite par le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui est la conscience spirituelle. Alors, il y a des gens qui vivent dans la conscience matérielle, tu as des gens qui vivent dans la conscience vibratoire, comme les médiums, qui arrivent à communiquer avec des âmes, avec des morts, ce que la plupart des gens ne peuvent pas faire. Et puis, il y a des gens qui sont dans la conscience totalement spirituelle, et ceux-là, ils deviennent prêtres. Tu m'as écrit un mail suite à Mike le platiste en me disant j'aimerais réagir, etc. Tu consommes le média, donc tu connaissais? J'avais déjà vu quelques émissions avant, oui. Oui. Mais ce qui m'a surtout attiré, c'est quand j'ai vu Mike, platiste, venir dans ton émission. Je me suis dit, waouh, les gens invitent un platiste, c'est rare, parce qu'en général, jamais on nous donne la parole. Parce que ce que l'on a à dire sur la notion de Terre plate, qu'il ne faut pas confondre avec la planète est une chose, la Terre est une autre chose. Attends, on va reprendre dans l'ordre. On va parler de tous les sujets qu'il y a en théorie du complot, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, etc. Alors qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Moi, je suis globiste, comme vous dites ça. Je pense que la Terre est ronde, mais je ne juge pas, et c'est important de pouvoir discuter et expliquer. Donc on va parler de la Terre plate, la Terre ronde, ce qu'on veut, la Terre, en tout cas, on va en parler. On va parler des extraterrestres, des chemtrails, donc des chemtrails en français. C'est les traînées qu'il y a derrière les avions, qui sont de la vapeur d'eau, de la condensation, et que certaines personnes, je vois tes yeux qui se lèvent au ciel, pensent que c'est des produits pour nous intoxiquer, nous empoisonner. Toi, juste, tu as travaillé, on va en parler après, mais tu es retraité aujourd'hui, tu as travaillé dans l'armée, tu as travaillé aussi dans le cinéma, je crois, tu as fait plein de métiers très différents. Juste, qu'est-ce que c'est qu'une théorie du complot? La théorie du complot, le complot, c'est quelque chose qui est créé par des sociétés secrètes. La théorie du complot n'existe pas. C'est quelque chose que l'on met sur le dos des complotistes. On leur dit qu'ils inventent des complots qui n'existent pas. Ah bon? Selon toi, il n'y a pas de complot dans le monde dans lequel on vit. Il n'y a pas eu de complot autour de l'assassinat de Kennedy. Il n'y a pas eu de complot autour de l'effondrement des tours du 11 septembre. Attends, sans jugement, pour bien comprendre, toi, tu penses qu'une théorie du complot, c'est-à-dire qu'il y a des informations cachées, en gros? Bien sûr. C'est plus ça? Bien sûr. Tu dis l'assassinat de Kennedy, peut-être que la CIA n'a pas tout dit, donc du coup, c'est une théorie du complot? Ou est-ce que c'est pas juste qu'il y a des informations classées secret défense pour diverses raisons? Bien sûr, il y a des informations classées secret défense, et on peut très bien le comprendre. On peut très bien comprendre qu'un État
n'ait pas envie de tout dire à son peuple. C'est compréhensible. Maintenant, quand il y en a qui arrivent à comprendre pourquoi on cache les choses, parce qu'ils tombent sur des documents, ou qu'ils tombent sur une information, ou qu'ils tombent sur une contradiction, à ce moment-là, ces gens-là se posent des questions, se disent, mais ce qu'on nous raconte là, ça ne tient pas debout. La personne a dit le contraire dans l'interview précédente. Et il y a des gens qui ont la compétence pour écouter, pour voir, pour discerner le faux du vrai, pour sentir les choses. Et ces gens-là, il faut les discréditer parce que ce sont des gens dangereux. Les complotistes qui vont te révéler, par exemple, la Terre est plate. La planète et la Terre sont deux choses différentes. Ah, tiens, on va parler de la Terre plate, pas de problème. Quelle est ton opinion à toi? Mon opinion à moi. Déjà, il faut remonter à la source. Qui a calculé la circonférence de la Terre? Ératosthène. Il y a 2200 ans. Comment il s'y est pris? Ératosthène habitait Sienne et il était par ailleurs directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. La distance entre Sienne et Alexandrie, on nous dit c'était 800 km. C'est ce qu'on nous dit. Ensuite, on nous dit, monsieur Ératosthène, il a planté un bâton dans le sol, il s'est aperçu qu'au solstice d'été, l'ombre était la plus courte possible, et que quand elle tombait à la verticale dans le puits qui lui servait de référence, il s'est aperçu qu'à une certaine distance de là, il y avait des ombres sur les objets. Donc il s'est dit, la lumière ne tombe pas verticalement à tous les endroits, donc il y a courbure. C'est intelligent comme raisonnement. On va calculer ça. Donc il s'est dit, bah voilà, pour aller à Alexandrie de Sienne, à l'époque on comptait en stade, hein, on était loin de la définition du mètre qui est celle d'aujourd'hui, hein, la vitesse, le trajet de la lumière dans le vide, etc. Et on nous dit qu'il y avait 800 km. En réalité, il n'y avait pas 800 km, il y avait 791 km. Or, Sienne n'existe plus. Sienne est remplacée par la ville d'Assouan. N'importe quel pilote de ligne te dira aujourd'hui, la distance entre Assouan et Alexandrie, c'est 947 km. C'est pas 791. Qu'est-ce que tu fais des 156 km restants? Si tu refais le calcul avec ces 156 km d'écart, ce qui n'est pas mince quand même, tu t'aperçois que la Terre fait 47 000 km de circonférence, et non plus 40. Et d'ailleurs, Ératosthène, c'était pas 40, c'était 39 000 et quelques. Notre planète est beaucoup plus grosse qu'on nous le dit. Et ça, c'est complotiste de dire ça. C'est facile de le vérifier, on pourrait le vérifier, enfin, avec difficulté, parce qu'il faut s'échapper à des distances très éloignées de la Terre pour pouvoir le faire. Et puis après, quelle référence on prend dans l'espace pour le calcul? Donc, au minimum, la planète, je dis bien la planète et pas la Terre, la planète fait 47 000 km. C'est pas rien, 7 000 km d'écart. C'est Paris-Chicago. Et quand les platistes évoquent la Terre plate, ils évoquent tout ça en même temps. Donc la Terre, elle est comment, du coup, toi, d'après toi? C'est quoi ta théorie? Rapidement, simplement. Elle ressemble à quoi, la Terre? Elle ressemble à une kippa sur un gros ballon. Tu vois une kippa, Ouais. tu la poses sur un gros ballon, et ben le ballon c'est la Terre, c'est la planète, et la kippa c'est la zone Terre, c'est là où l'on vit. Alors c'est une grosse zone, hein. D'accord? C'est une grosse kippa, hein. C'est pas, voilà. Mais c'est ça. Et nous vivons dans cet espace-là, qui est un espace matériel, qui est délimité par le fameux dôme, cette fameuse ceinture énergétique qu'on appelle ceinture de Van Allen, il y en a même deux. Il en a parlé, Mike, le platiste. Bien sûr, bien sûr. Et on est entouré par ce fameux mur de glace. Donc ça, tu y crois, toi aussi? Ah, mais bien entendu. Bien entendu. Puisque au-delà de ce mur de glace, il existe des civilisations qui sont des civilisations exogénèses, ayant des intelligences particulières, qui sont et sous une forme physique et sous une forme énergétique. Et ils viennent chez nous, puisqu'ils nous contrôlent. On est leur nourriture, c'est ça le problème. C'est-à-dire, on est leur nourriture. On est leur nourriture, ils se nourrissent de nos énergies. Et parfois même plus que ça. Non, Et ils investissent des corps humains. Tu vas te dire, mais où il va chercher ça, Patrice? Bien sûr que ça paraît fou, ça paraît délirant. Mais il y a certains médiums qui pourraient te répondre précisément à ce que je te dis là. Attends, donc tu penses qu'on est que sur une partie de la Terre? Parce que alors, c'est pas la même théorie que Mike, le platiste, qui pense qu'on est sur un truc plat. Mais c'est ce que je reproche aux platistes. Donc, toi, t'es une sorte de mouvement courbé Oui, c'est entre le platiste et le globiste. Oui, mais en même temps, je vais préciser la chose. Tu l'as entendu, à l'école et partout. La Terre est aplatie au pôle.
Alors ici, on a Patrice, du coup, qui nous explique que la circonférence de la Terre serait plutôt de 47 000 km au lieu des chiffres officiels qui annonceraient plutôt 40 000 km. Donc il pense que la Terre est sphérique, mais surtout beaucoup plus grande finalement que le chiffre officiel. Comment est-ce qu'on peut expliquer, prouver, montrer que la Terre fait bien 40 000 km? Quels sont les chiffres officiels et comment il l'explique? Alors, on a des mesures, qui sont des mesures faites par satellite, qui nous placent sur une circonférence d'environ 40 000 km. Et c'est des mesures qui avaient déjà été faites par le passé, à une époque où il n'y avait pas les technologies qu'on a aujourd'hui. C'était un savant grec, Ératosthène, qui avait mesuré 39 375 km. Donc, il était tombé assez proche, finalement, des mesures qu'on a à date aujourd'hui. Alors, je vous mettrai le lien qui a permis à Henri de préparer sa fiche directement dans la description sur YouTube. Je vous donnerai à chaque fois les liens, si ça vous intéresse, d'aller lire tout ça plus précisément. Et alors, lui, d'après lui, la Terre, c'est l'équivalent d'une kippa posée sur un ballon. Comment est-ce qu'on peut expliquer et prouver que c'est pas ça, en fait? En fait, c'est un problème qu'on va avoir pendant toute notre discussion. C'est le concept de Karl Popper, qui est celui de la falsifiabilité. C'est comme si je te disais, là, tu vois, je vois un fantôme juste à côté de toi. On l'a déjà dit, une médium l'a déjà dit. Ah oui, bah voilà. m'a dit, il y a un fantôme à côté de toi. Écoute, je te remets un peu dans ce contexte-là, mais si je te dis que là, il y a un fantôme et que je te demande de me déprouver le fait qu'il y a ce fantôme, tu peux rien dire. Et c'est un souci qu'on va avoir dans cette discussion, parce qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont avancés par ton invité, qui sont très compliqués à déprouver, parce que comment tu peux pas avoir de preuve de que quelque chose est là ou n'est pas là, comme s'il y a une licorne là ou un fantôme là. Là, je vous mets une photo de Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale. Vous voyez la Terre derrière. Alors lui, il est qu'à seulement 400 km, donc il n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir prendre une photo en fait, de la vraie forme de la Terre. Est-ce qu'on peut se baser sur les photos de Thomas Pesquet pour prouver que la Terre est ronde, juste avec les photos là, par exemple, qu'on voit? Ouais, déjà on va être d'accord sur un truc, c'est qu'effectivement Thomas Pesquet dans cette photo est à peu près 400 km de la Terre. Qui est l'équivalent d'ailleurs d'un Paris-Poitiers. Voilà, ça vous permet d'imaginer Paris-Poitiers. Vous montez la ville de Poitiers par exemple dans le ciel, la ville de Paris, de Poitiers, puis ça donne la hauteur de la station spatiale. C'est pas si loin que ça en fait. Après, à titre personnel, même si moi j'aime bien ce genre de photos, comme dans l'épisode qu'on avait fait avec Mike qui était platiste, en fait on n'a pas besoin de ce genre de photos pour démontrer. On a les mesures qui existent, on a l'ombre de la Terre sur la Lune, on a en fait tout ce dont on a parlé dans l'épisode précédent qui effectivement ne se base pas forcément sur une photo comme ça de manière anecdotique. Mais pourquoi tu penses qu'on nous cache tout ça, Patrice? Moi, c'est le sujet que j'ai pas réussi vraiment à bien comprendre. Parce que si on t'explique, si on te dit la vérité là-dessus, eh ben on est obligé de te dire la vérité sur tout. Non, arrête, ça n'a rien à voir. Ah si. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de t'expliquer qu'on n'est pas seul dans la zone cosmique où l'on vit, et qu'il y a d'autres êtres qui sont des êtres qui sont là depuis des millions d'années, qui nous ont modifiés pour qu'ils puissent se servir de nous. L'origine de l'homme, c'est qui l'a créé? Ah oui, mais tu vas plus loin que Mike, là. Ah, mais bien sûr. En fait, on avait reçu un petit joueur, je savais pas. Ah, mais c'est pour ça que je t'ai écrit. Je t'ai dit, excuse-moi, Mike, il va certainement regarder l'émission, et je t'ai dit, vous avez reçu le plus niais. C'est pas gentil de dire ça. Mais effectivement, lui, il est resté au stade basique du truc. Tu te doutes bien que s'il y avait aujourd'hui, on est avec la technologie qu'on a, tu sais bien qu'il y aurait forcément un mec qui irait balancer une info. C'est impossible de garder aujourd'hui une théorie, je pense, c'est mon opinion, très sincère. Je pense qu'il y aurait forcément un mec qui irait filmer pour montrer l'envers du décor, si jamais il y avait quelque chose, pour le montrer, tu vois. C'est impossible de garder aujourd'hui, c'est même de plus en plus difficile pour les États de garder des secrets. Tu sais ce qu'on en fait, de ces gens-là? Vas-y. Non, je le dirai pas ici. Mais t'en as une petite idée? Tu crois qu'ils restent dans le circuit? Ce sont des gens éminemment dangereux. Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Mais c'est vraiment important. Après, on va parler des reptiliens, des Illuminati, de tous les sujets auxquels tu peux croire ou pas. D'ailleurs, tu me diras à chaque fois, parce qu'il y a des théories du complot que tu dois ne pas croire aussi. T'imagines, il y a des trucs auxquels tu n'adhères pas, comme chacun a ses opinions. Pourquoi ils nous cacheraient ça? C'est ça que c'est pas clair, tu vois. Et j'en parle très librement. Parce que cacher ce genre de choses, c'est cacher la vérité. Et quand tu as accès à la vérité, tu es un homme libre. Et un homme libre ne peut pas être contrôlé. Donc, on te laisse dans un univers de mensonges. Et pour quelle raison tu sais comment est réglé notre monde? Il est réglé par 4 principes. La tricherie, le mensonge, la falsification et la manipulation. Et ces 4 principes touchent 4 domaines. La science, l'histoire, les religions et la politique. Et ça, c'est notre monde à nous. C'est le monde de notre incarnation. Il y a des êtres qui sont là depuis des millions d'années, à nos côtés, qui ont vu la source, la conscience créer quelque chose de vivant. Tu l'appelles Dieu, tu peux l'appeler la conscience, tu peux l'appeler la source, tu peux l'appeler d'un autre nom, comme tu veux.
On l'appelle Dieu, la création, le créateur. Nous sommes issus de ça. Et à la base, cette création, elle a reçu une particule divine qui se loge dans notre âme. L'âme n'est pas à l'intérieur de nous. L'âme, c'est ce qui nous entoure. Pour bien structurer l'émission, déjà, on a besoin de comprendre qui tu es. Juste, toi, tu étais micromécanicien. C'était ton métier. Qu'est-ce que ça veut dire? Micromécanicien, en fait, c'est le travail de la mécanique de précision. Mon tout premier travail, ça a été de travailler sur la platine du périscope du Redoutable. Tu vois? Donc ça, c'est de la micromécanique, et c'est de l'horlogerie. Le Redoutable, c'est un sous-marin nucléaire. Voilà. Ensuite, par la suite, j'ai fait autre chose. J'ai fait des machines-outils pour les horlogers, des petites tours, des petites fraiseuses pour faire les petits remontoirs, etc. Puis après, je me suis dirigé vers le cinéma comme projectionniste. Et là, j'ai travaillé pendant une bonne 30aine d'années. Donc la majorité de ta carrière, finalement. Ah oui, la majorité. À quel moment tu as commencé à t'intéresser aux théories du complot dont on parle? Tout jeune. Il n'y avait pas Internet avant? Non. Mais je lisais des livres. J'ai lu très tôt les livres d'Anton Parks. J'ai lu très tôt Zecharia Sitchin. Puis je lisais ça un peu comme des romans de science-fiction, quelque part. Puis après, ça s'est peaufiné. J'ai eu accès à des revues. Voilà, ça s'est fait comme ça. T'en parlais à ta famille? Comment ils ont pris au début le fait que tu penses, tu crois aux théories de complot, à une grosse partie? J'ai toujours gardé ça pour moi. Par contre, j'en parlais à l'école. Et tout le monde se marrait. Alors, je ne parlais pas forcément de ce dont je parle aujourd'hui, des sujets qu'on va aborder là. Je parlais d'autres choses. Je ne me rappelle plus de quoi exactement, mais des choses qui touchaient aux extraterrestres, au monde invisible. Tout ça, j'ai toujours été attiré par ça? Ah oui, puis j'ai vécu moi-même des expériences avec l'au-delà et les mondes invisibles. C'est-à-dire? Mon père est venu me visiter 17 ans après son décès. Je l'ai vu physiquement, sous une forme diaphane, de fantôme transparent. Il m'a mis sa main sur l'épaule, il m'a donné un message, et avant de partir, il a tiré mon t-shirt. Moi, je me suis dit, mais putain, il s'est passé un truc là. J'ai vu mon père, j'ai senti sa main, il m'a dit quelque chose. Tu te rappelles? Oui. Tu te rappelles, oui. Oui, il m'a dit, je suis là pour t'aider. Il m'a tiré le t-shirt et il est parti. Et ma fille était à côté de moi, sur le divan, et j'ai dit, mais t'as vu? Je pensais qu'elle avait vu le fantôme de mon père. Et elle me répond, je lui dis, t'as vu? Elle me répond, oui, quelqu'un t'a tiré ton t-shirt. Le phénomène physique, elle l'a vu. Donc moi, j'ai su que c'était vrai, sinon j'aurais douté. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Non. Elle a vu le t-shirt tiré? Ouais, elle a vu le t-shirt tiré. Et donc je me suis dit, j'ai pas rêvé, c'était bien mon père. Et ce que le personnage que j'ai vu là, avec ses cheveux longs un peu à la Léo Ferré et tout ça, je me suis dit, oui, c'est lui, mais tu sais dans quelles conditions je l'ai vu? J'étais en train de jouer à Far Cry sur ordinateur. Je me suis dit, mon gars, tu délires là, arrête tes jeux à la con, parce que là, tu es en train de voir des phénomènes paranormaux, quoi. Ça va pas, quoi. Et c'était pas un phénomène paranormal, puisque j'ai eu un témoin. T'as jamais eu de problème neurologique ou de soucis psychiatriques? Jamais. Tu aurais pu te faire prendre un médécament ou entendre un truc? Absolument. Parce que parfois, ça peut apporter... Absolument. Mais moi-même, quand ces choses-là me sont arrivées, j'ai douté. Quand mon père est venu me voir, est venu me visiter 17 ans après sa mort. Mais ça veut dire quoi, 17 ans? Pour nous, 17 ans. Mais si ça se trouve, lui, il était mort depuis 2 minutes. Il est mort en 87. Le jour même de son décès, il est peut-être venu me voir. Dans son monde à lui, dans sa temporalité à lui. Est-ce qu'il y a une théorie du complot, avant de parler des Illuminati, des reptiliens, de tout ça, des mots qu'on entend parfois, qu'on voit sur Twitter, sur X, machin et ça? Est-ce qu'il y a vraiment certaines théories du complot qui te font rire, où tu te dis, là, ça va trop loin pour moi, auxquelles tu ne crois pas? Je ne me dis jamais ça. Je me dis, parfois, quand j'entends des choses qui me paraissent un peu énormes, je me dis, après tout, pourquoi pas? Parce que le monde dans lequel on vit est tellement compliqué. D'aller d'une conscience matérielle à une conscience vibratoire, à une conscience spirituelle, c'est compliqué de naviguer entre tout ça. Il y en a qui se contentent de vivre dans la conscience matérielle. Toi, tu dis, je suis chercheur de vérité. Oui. Tout le monde est chercheur de vérité. Oui. Tout le monde a envie de savoir, de regarder sur Internet, comprendre un sujet, etc. Toi, ça se matérialise comment? Tu regardes toujours aujourd'hui, tu te renseignes où? Tu dis, tu cherches, mais tu cherches où? En fait, je ne vais pas à la recherche de quoi que ce soit. J'entends des choses,
je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te citer récemment le 11 septembre, par exemple. Quand je vois les tours jumelles s'effondrer à la vitesse de la chute libre comme une démolition contrôlée, moi, je ne peux absolument pas imaginer un seul instant que ce sont deux avions ou un avion qui ait pu faire tomber cette tour. C'est impossible. N'importe quel architecte te dira ces tours ne pouvaient pas, même percutées par un avion, s'effondrer de cette façon-là. N'importe quel architecte. Mais par contre, les architectes sérieux, ceux qui sont connus, n'évoqueront jamais ça. Toi, tu penses que les tours ont été donc démolies, en gros. C'est vrai que c'est une théorie qu'on voit souvent passer sur les réseaux sociaux, qui sont repris en masse, parfois. Mais c'est pas des architectes. Tu vois, j'essaye de me faire l'avocat là, mais c'est pas des architectes, c'est que des gens qui vont dire tiens, là il y a une, bah oui, mais parce qu'il y a tellement de poids, tu prends une masse, tu te écrases. Évidemment que s'il y a des projections sur les côtés, puisque tu écrases quelque chose qui s'écroule, tu vois. Là, on a bien vu un avion qui rentre dans la tour. Tu es d'accord avec ça? Je te demande pour comprendre toi. Un avion est rentré dans la tour? Tu les as vus les avions? Un avion de ligne? Oui. Ou un drone? Ah, tu penses que c'est des drones? Ah bah. Alors lui, il pense que c'est pas des vrais avions, il explique. Il dit que d'après lui, c'est des drones. Est-ce qu'on aurait été capable de créer des drones de la taille d'un avion de ligne à l'époque déjà? Non, pas à l'époque. Bon, déjà, on sait que c'est des vrais avions, pour tant de raisons, le rapport, les images, on sait que c'est des vrais avions. Au niveau de la technologie, alors les drones de combat, c'est une techno qui est assez vieille, en tout cas qui est en développement depuis très longtemps. De ce que j'ai pu retrouver dans les sources, tu vas avoir des modèles comme le Predator MQ-1, qui était capable de lancer des petits missiles sur des cibles très précises. De là à faire quelque chose de son envergure, absolument pas. Il y avait des gens dans les avions? T'en es sûr? Oui, tu as bien vu les noms et tous les... Ah oui? Qui les a publiés, ces noms? Quelle est l'agence qui a publié ces noms? Il y avait des gens dans les tours qui travaillaient. Ah oui? On les voit. Ah oui? On les voit sauter. Oui. Oui, mais un drone a pu percuter, un drone énorme. Tu sais, les drones, c'est pas simplement des petits avions avec 4 petites hélices. Tu peux faire des drones, des avions, la taille, un drone. Sur le Pentagone, il n'y a avion. pas d'image d'avion. Effectivement, ça a alimenté vachement de débats complotistes sur le sujet. Mais les avions, tu les vois voler. Tu vois bien que ce n'est pas des drones. Et les avions qui sont rentrés dans les tours avaient un départ, une arrivée. Ils étaient sur les plans de vol. C'était des avions qui étaient... il y avait une communication. Il y a des gens qui envoyaient des messages. Il n'y a pas un pilote, il n'y en a pas un seul qui te dira que la trajectoire suivie par les avions qui ont percuté les tours est possible. Aucun pilote, ils ont fait des simulations, mais par dizaines. Aucun n'a réussi à loger l'avion dans une tour alors que ce sont des pilotes professionnels. Et par contre, les pilotes de ligne, ils avaient juste à peine leur brevet de pilote, ils s'étaient formés sur des monomoteurs. Mais écoute, sincèrement, ça tient debout, ça? Alors, selon Patrice, il dit qu'il n'y a aucun pilote qui a confirmé que la trajectoire des avions était possible, en fait, pour un pilote. Qu'est-ce qu'on en sait de ça? Il y a eu des simulations qui ont effectivement été faites, parce que c'était important de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'était passé, et puis de recréer les conditions pour vraiment suivre la trajectoire de l'avion. Alors qu'ils n'étaient pas pilotes, les mecs. Les terroristes. Ils avaient pris des cours de pilotage très rapides, je crois. Mais ils avaient eu des cours de pilote, c'était pas des pilotes de profession. Donc il y a eu une simulation de l'université de Purdue, et puis il y a le rapport que je cite, que tu pourras envoyer aux gens, qui est effectivement le rapport du NIST, qui reprend pareil, cette trajectoire, ces simulations, etc., qui font partie du rapport complet sur ces événements. Il faudrait qu'il y ait plusieurs pilotes, mais on voit bien que tout... En fait, le problème, c'est que le complotiste va penser tout de suite que tout est faux. Il va partir du postulat qu'on nous ment. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Tu vois, j'essaye de prendre le contre-pied, d'accord? Parce que techniquement, je suis pas pilote. Mais j'ai pas de pilote autour. On est deux à discuter. Donc, mais qu'est-ce qu'on nous raconte, Guillaume? C'est difficile de parler de ces sujets-là parce que c'est tellement compliqué et ça fait référence à tellement de sous-sujets que c'est difficile d'en parler directement, frontalement. À quoi ont servi l'effondrement des tours? Le plan de sécurité nationale, contrôler tout le monde. Ça a servi à faire voter des budgets pour envoyer les Américains faire la guerre en Irak. C'est pas rien. Une guerre en Irak, 3000 morts par jour. D'accord? Quand ils ont fait la guerre en Irak, 3000 morts par jour. Les tours, il y a eu 3000 morts. C'est un jour de guerre. Pour certains, c'est que dalle. On peut sacrifier 3000 bonhommes. On peut faire écrouler les tours. Les tours, ça se reconstruit. Puis 3000 morts. J'ai jamais de la vie,
Je vois un gouvernement valider la mort de 3000 personnes. Oh là, de chez eux. C'est-à-dire que c'est pas faire une guerre à l'extérieur, c'est vraiment des gens en interne. C'est le centre névralgique de New York dans lequel il y avait je ne sais plus combien de sociétés. Mais pour certains, le dollar a plus de valeur qu'une vie humaine. Hein. Là, je pense que le 11 septembre, malheureusement, c'est des gars qui ont pris un avion et qui ont foncé dans une tour. Mais t'as le droit de le croire. Non, mais exactement. Et toi, donc tu es certain, c'est ton opinion, c'est pour ça qu'on te reçoit, tu penses... qu'on nous ment sur beaucoup de sujets dont on va parler. Tu penses que le 11 septembre, ça a été fait pour faire la guerre? En gros. En partie, ça a été fait pour ça. Et puis après, il y a peut-être des choses que... Alors là, j'ai pas de bureau au Pentagone. Donc je peux pas te dire... mais d'après ce que j'ai vu du sujet, je pense que ce qu'on nous a raconté, c'est n'importe quoi. Puisque les avions ne peuvent pas percuter des tours, puisque les pilotes eux-mêmes ne peuvent pas faire ce qu'ont fait ces terroristes, en ayant comme formation quelques heures de vol. Donc, il y a quelque chose qui cloche, là, déjà. L'effondrement des tours, tu vois bien que c'est une démolition contrôlée. Enfin, écoute, c'est une évidence, mais c'est dingue. Je pense que c'est visuellement marqué, on l'entend. On entend aussi les gens qui appellent, et on entend dans les boîtes noires... pas dans les boîtes noires, dans les appels radio du pilote. Bon. Je pense que la tour, malheureusement, c'était... Je peux faire juste une aparté, là? Oui. On entend les voix des gens qui appellent dans les avions. Puis on a même vu le président Nixon appeler un cosmonaute sur la Lune par le téléphone du bureau ovale. D'accord? Il appelle à 400 000 bornes avec son téléphone. Ça aussi, c'est vrai. Alors, mais là, tu croises. Ah oui, mais c'est pour ça que je te dis, viens, on parle d'un sujet. Oui, non mais tu vois, c'est pour te donner... Je te parle du mégot de Notre-Dame et je te parle du coup de téléphone. Tout ça, ça se tient. C'est du mensonge. Tricherie, mensonge, falsification et manipulation. On est dans un monde qui est surmédiatisé, où aujourd'hui, malheureusement, le fou du bus, il peut parler, le fou du village, il peut propager quelque chose d'énorme. A contrario, tu as probablement raison sur des sujets, et on va parler du président, j'en sais rien, des gens... Effectivement, il y a eu plein de trucs de communication des États, parce que c'était un truc de com. Effectivement, ça, on va y revenir, c'est bien. Mais il faut faire attention. Et c'est pour ça, moi, je suis obligé de mettre des warnings là-dessus, parce que je pense pas comme toi, et donc je représente une partie de la population, tu représentes une autre, et c'est important de s'écouter et d'essayer d'expliquer pourquoi. Peut-être tu penses que les tours, elles ont été détruites volontairement par des drones faits par un État pour faire la guerre. Je pense la version officielle sur le sujet... En partie. Tu rajoutes à ça le fait que quand les Américains sont allés en Irak, sais-tu ce qu'ils ont fait? Leur première opération quand ils sont rentrés à Bagdad, ils sont allés dépouiller les musées pour aller piquer les artefacts et des documents rares. Parce que à Bagdad, il y a des couloirs qui relient le mont Busségi. Qu'est-ce que c'est que le mont Busségi? Alors, c'est une énorme cavité qui a été découverte. Ça, c'est une théorie du complot? Ça existe potentiellement d'après les chercheurs? Ah bah non, non, c'est surveillé 24 heures sur 24 par 3 armées du monde, hein, quand même. Hein. Donc, c'est qu'il y a quelque chose là-bas, hein, quand même. Hein. Mais donc ça, c'est officiel? Ah, mais bien sûr. Ou c'est complotiste? Mais non, c'est officiel. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Justement, ça, on va pas te le dire. Mais des équipes qui ont pénétré dans cette grotte ont eu accès à des événements un peu particuliers. Ils ont découvert un or monomoléculaire, des trucs qui n'existent pas dans notre monde, des informations, des choses techniques qui ne nous sont pas connues. Tu lis les ouvrages de Zecharia Sitchin, il en parle là-dedans. Il y a eu des enquêtes. Les Israéliens sont allés là-bas, les Américains sont allés là-bas, les Roumains gardent... Je te dis, c'est gardé 24 heures sur 24. Le mont Busségi en Roumanie. Après que les Américains aient fait la guerre et qu'ils aient pris et piqué des trucs, probablement, je n'en sais rien. Parce qu'il y a des tablettes, il y a des secrets, il y a les manuscrits de la mer morte, etc., des choses qui ne doivent pas être révélées et qui, à un moment donné de notre civilisation, doivent être cachées parce que ce n'est pas l'heure de les révéler. Et il vaut mieux que ce soit dans un coffre au 17e sous-sol d'un bâtiment que exposé dans un musée. Alors là, Patrice parle du mont Busségi, vous l'avez entendu, mont qui serait gardé 24 heures sur 24 en Roumanie, dans lequel il y aurait un type d'or qui n'a jamais été trouvé sur Terre, un type d'or à part. Il y aurait aussi des manuscrits de la mer morte à l'intérieur. En tout cas, c'est sa version à lui. Qu'est-ce qu'on sait du mont Busségi? Quelle est la version officielle?
Bah, figure-toi que je ne savais pas. Vraiment, ça, j'avais jamais entendu Moi, parler. non, mais j'ai découvert avec cette émission, donc du coup, j'ai recherché. C'est un massif montagneux qui est à 130 km de Bucarest, qui n'est pas surveillé 24 heures sur 24 et qui d'ailleurs est visitable et visité. Alors, ça vient d'où toutes ces théories justement autour de ce mont Boucégie là? Il y a une raison. Ouais, en fait, à la base, c'est une espèce de mythologie qui vient de livres ésotériques écrits par un auteur qui est Radu Sinamar, qui est étayé par aucune preuve tangible et qui a, lui, écrit effectivement toute cette histoire. Est-ce que ça t'arrive de te remettre en question sur des sujets? Est-ce que parfois, quand tu parles avec quelqu'un, où tu es obtus sur des sujets, tu ne changes pas d'avis? Ou est-ce que ça t'arrive de discuter avec d'autres personnes, d'autres complotistes, libres penseurs, appelle-les comme tu veux, et qui te font changer d'avis parce que finalement, ou d'autres personnes qui ne sont pas complotistes, mais qui te prouvent, tu sais? Ils ne peuvent pas apporter de preuves. Bah, toi non plus. Les arguments que l'on m'oppose n'ont pas la même valeur que ceux que j'expose. Quand on ne sait pas, on a envie de croire qu'on sait. Et donc, du coup, on va inventer des choses. C'est ça le sujet. Je ne suis pas là pour détruire aucun de tes arguments, aucun truc. Qu'est-ce qui fait que je suis convaincu de ce que je dis? Parce qu'effectivement, je n'ai pas plus de preuves que celui qui n'est pas complotiste. Toi, tu me parles d'avions qui ont percuté les tours. Moi, je te dis que ce ne sont pas des avions de ligne. Je te dis que ce sont des drones par rapport aux enquêtes que j'ai pu mener, aux articles que j'ai pu lire, d'un côté ou de l'autre. Rencontre les gens qui ont perdu des gens dans le 11 septembre, Oui. dans les avions. Oui. Il y en a. Rencontre-les. Il faudrait organiser. Ben, qu'on nous les montre. Mais il y a eu plein de reportages avec des gens qui ont perdu leurs enfants, leurs parents dans les avions. Moi, ils ont été y aller, non? Mais moi, je suis désolé. Prends un billet, va à New York. Je suis désolé, Guillaume, mais je ne suis pas obligé de croire que ces personnes-là étaient réellement dans l'avion. Mais c'est ça. Quand tu vois... T'as le droit de penser. Vraiment, tu prends un billet, tu te mets ta ceinture, tu décolles à Orly, tu vas à New York et tu rencontres des familles. Et tu vas bien voir que c'est vrai. Parce que c'est là la limite. J'entends que tu te poses des questions et que tout le monde se pose des questions. Et celui qui croit à tout, c'est bien. Celui qui croit parfois à une théorie complot, il a le droit. Celui qui croit à deux théories, il a le droit. Chacun a le droit de penser. Mais pourquoi tu vas pas au bout du sujet? Le problème, c'est que il y a des niveaux de conscience, il y a des niveaux de compréhension. Tu as des gens qui vont comprendre les mathématiques de base, puis tu en as d'autres qui vont finir comme chercheurs dans la physique quantique. C'est des mathématiques, mais tu n'as pas le même niveau. Entre un professeur de communale au CM1 et d'un Étienne Klein, par exemple. Donc, à partir du moment où quelqu'un te dit « Voilà, je vous apporte la preuve, regardez, et moi je vous le dis parce que j'y suis allé », à partir du moment où il te le dit, c'est parole biblique. Il faut le croire absolument. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses au-delà de ça. Moi, je pense que le monde dans lequel on vit, c'est un monde matériel, qu'il y a au-delà de ça, et c'est Tesla qui en parlait, Nikola Tesla, qui disait « On ne peut comprendre l'homme qu'en termes d'ondes, de fréquences et d'énergie ». C'est Nikola Tesla qui le disait. Mais il parlait d'électricité, c'était il y a 100 ans. Oui, mais il parlait de l'humain aussi. Et il disait aussi « On ne pourra comprendre la science que lorsqu'on ira de l'autre côté de la science. » Il faut aller beaucoup plus loin. Mais nous, notre problème, c'est que nous sommes incarnés. Nous vivons dans un monde matériel. Mais au-delà de ce monde matériel, il y a des mondes vibratoires. Et ces mondes-là, on n'y a pas accès. Alors, parce qu'on n'y a pas accès, ça n'existe pas. Est-ce que tu es religieux, toi? C'est difficile de répondre à cette question comme ça. Religieux, ça voudrait dire faire partie d'une religion. Moi, je suis ni catholique, ni orthodoxe, ni d'aucune religion. Par contre, un esprit créateur existe. Et cet esprit créateur est un mathématicien. Parce que sans cet esprit créateur, sans cette source initiale, tu n'aurais pas le nombre pi, tu n'aurais pas le nombre d'or et tu n'aurais pas la courbe de Fibonacci. Seul un ingénieur, un mathématicien peut faire ça. Je vois que tu as une formule mathématique, on dirait, sur le bras tatoué. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est la formule, c'est l'équation de Dirac, de Paul Dirac, qui signifie gamma mu, facteur de I0 moins EA mu psi égale MC. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que selon moi, c'est la plus belle équation au monde. Elle surpasse E égale MC carré. Parce que cette équation, elle relie l'infiniment grand à l'infiniment petit. Cette équation-là, un jour viendra où des physiciens trouveront le moyen de comprendre ce que ça veut dire et de relier les deux bouts et de faire du voyage dans le temps. Il y en a qui savent le faire.
Mais en ce moment, sur Netflix, sort un film qui s'appelle L'exorcisme de Tamara. Ce film a été réalisé par un réalisateur qui s'appelle Guillermo Amoedo. Il est de 2017. Dans ce film, tu as une séquence où on voit un téléviseur avec écrit dessous « Mort du pape Léon XIV » en 2017. Comment Amoedo savait en 2017 que le successeur du pape François serait Léon XIV. Mais je peux te prendre aussi, tu as totalement raison, et je peux te prendre 20 films où il y a marqué le pape Louis VI, le pape machin. Parce qu'en fait, il y avait Léon XIII, donc du coup, ils ont rajouté un chiffre, ils ont mis Léon XIV. Et en fait, sur les 20 fictions qu'il y a dans les 30 dernières années, il y en a une qui tombe bien. C'est là où c'est la limite. Mais tu as le droit de croire à ce que tu veux. J'ai le droit de croire ça aussi. Et en fait, je pense que c'est juste un coup de bol. Les Simpsons, il y a plein de trucs. T'as vu dans les Simpsons? Oui. T'as vu, dans les Simpsons, il y a plein de trucs. Mais c'est normal, ils ont fait 12 000 épisodes. Mais c'est ce que disait Mike. Eh ben forcément. Hollywood te révèle, il te met les choses sous les yeux. Bien sûr que ça te fait mal. Mais oui, mais je rigole Hollywood parce que te met les choses. Mais je pense que Hollywood, regarde. c'est juste des réalisateurs Oui. chez eux et qui font des films. Et il y a un moment donné, il y a des trucs qui tombent juste. Mais c'est Oui, normal. d'accord. Sur 12 000 épisodes, de je sais pas combien de temps durent les Mais Simpsons, c'est il y a tellement forcément difficile. 5 trucs qui vont tomber sur les 100 derniers épisodes qui vont correspondre à la réalité. T'as le droit de le croire. Mais il n'y a pas de souci, t'as le droit de le croire. Non, mais tu as le droit de croire aussi à ça. Alors là, il aborde le sujet du voyage dans le temps, Patrice, parce que sur Netflix, en 2017, il y a eu L'exorcisme de Tamara, qui est un film qui est sorti. Et à l'arrière du personnage, sur une télé, il y a marqué « Mort du pape Léon XIV ». Alors qu'à l'époque, le pape Léon XIV n'était pas pape. Tu l'as vu l'image, c'est vrai que c'est étonnant, mais de là à être un voyage dans le temps, bon. Ouais, en fait, je suis pas allé vérifier spécialement pour les besoins de l'émission parce que je trouve ça super intéressant, déjà brûle pour point de répondre à ça. En fait, c'est une question de statistique. Statistiquement, mais imagine tous les médias qui sortent dans une année. Prends les films, les séries, les livres, ce que tu veux. En fait, il va y avoir dedans des séries de science-fiction, des films qui vont aborder un élément dans le futur. Qui vont taper juste. Et voilà. Et en fait, je parle de ça pourquoi? Parce qu'il y a un peu une idée, une blague récurrente sur les Simpsons. Il y en a plein, les Simpsons. Voilà, mais les Simpsons, ça dure depuis je sais plus combien d'années, plusieurs décennies. 30 ans, non? Voilà, et donc en fait, sur des milliers d'épisodes des Simpsons, tu vas effectivement tomber sur quelques-uns où ils prévoient l'avenir de façon terrifiante, parce que par effet statistique, parfois, ça arrive quoi. C'est les gens, ils ont des idées. Ouais, c'est du coup de bol, quoi. Et c'est du coup de bol, ouais. Est-ce qu'un voyage dans le temps serait possible? Si on parle de ça, mais est-ce qu'il y a déjà eu des tests? Est-ce qu'ils ont déjà essayé de faire des trucs avec ça? Le voyage dans le temps, en soi, si on veut rigoler 2 minutes, c'est ce qu'on est en train de faire là, toi et moi. Là, on voyage dans le futur à hauteur de 1 seconde par seconde. Maintenant, si tu parles de l'image qu'on a peut-être encore dans des films de science-fiction du voyage dans le temps, plusieurs choses qui empêchent ça. Le premier, c'est le paradoxe du grand-père qui fait que ce serait très compliqué d'avoir du voyage temporel. Il y a quelques scientifiques qui sont pensés sur le sujet de manière purement théorique, mais c'est aujourd'hui évidemment impossible. Parce qu'en fait, si jamais ça avait existé, ou si ça existait, ça aurait déjà été le cas. Puisqu'on aurait déjà eu des mecs du futur qui seraient revenus dans notre passé. Parce que je veux dire, c'est un peu bizarre. On est un peu dans Retour vers le futur. En vrai, ça fait rêver, mais c'est pas possible. Sinon, c'est-à-dire que le passé, le présent et le futur sont en même temps. Donc du coup, tu peux revenir. On est Donc sur condamné. Terre, on aurait eu des mecs qui seraient revenus du futur déjà là. On est condamné à voyager dans le temps à 1 seconde. Juste, pourquoi t'es pas allé vérifier par toi-même si la Terre était plate? Moi, je comprends pas. Si moi je pensais que la Terre était plate, c'est l'unique objectif de ma vie. Ah, écoute, Prendre un avion et aller voir l'Antarctique. Ah, mais un avion, tu verras rien du tout. Bah si, tu te fais déposer, tu marches. Tu fais une expédition, tu t'organises avec des gars. Écoute, Si tu penses qu'il y a un mur de glace, pourquoi est-ce que vous n'allez pas jusqu'au bout de votre pensée? alors, je vais t'expliquer. Moi, d'abord, je ne pense pas que la Terre soit plate. Non, tu dis, c'est une forme un peu sur un ballon. Voilà. Elle est. Si tu admets que la planète est plus grosse, d'après le calcul que je t'ai fait faire tout à l'heure, les 156 km d'écart qui ramènent la planète à 47 000 km de circonférence, si tu admets que la Terre est aplatie au pôle et que la zone où l'on vit est à cet endroit-là, tu peux très bien comprendre que la courbure, au lieu d'être comme ça sur une planète de 40 000 km, elle est comme ça. Un peu moins courbée. Elle est moins courbée. Tu peux l'admettre. On les a vu les photos de la Terre. On voit Thomas Pesquet dans le ciel qui nous envoie Mais des Thomas photos. Pesquet, il est à 400 km, Guillaume. Oui. Il est à 400 km. Il a le nez sur la croûte terrestre. Bah, 400 km, il voit la Terre de haut déjà. Effectivement, c'est 400 km. Mais il voit rien. C'est comme si tu prends. C'est comme si tu comme si tu prends une orange et que tu te mets à 2 mm de l'orange. Non, on voit les caméras qu'il y a sur l'ISS. Quand la Terre tourne, tu le vois quand même que c'est rond et c'est une boule. Grand angle. Oui, mais justement, tu vois encore mieux que c'est une boule. Ah bah tu vois avec un grand angle, c'est certain que tu verras que c'est rond. Exactement. Bah oui, bah c'est ce qu'ils font. Parce que ils sont pas assez hauts. Ils mettent un grand angle pour comme ça fait un effet de recul. Mais comme ça, on voit très bien. Non mais tu prends un grand angle. Dès que tu prends un grand Ça, angle. c'est pas un argument pour moi. J'entends, hein. Pas de problème. N'importe quelle.
Prends un appareil photo avec un grand angle et tu verras que t'as pas de ligne, t'as moins de lignes droites, t'as plus de courbes. Enfin bon, n'importe quel photographe peut le faire, ce truc-là. Mais non, mais on voit bien que la Terre est ronde et qu'elle tourne. Le seul satellite le plus haut que l'on a, c'est la station spatiale. Non, il est en apesanteur, Thomas Pesquet. On le voit qu'il est en l'air. Tout n'est pas vrai dans ce qu'on te montre. Ah, tu penses que ça c'est faux aussi? Je ne te dis pas que c'est faux. Je te dis que certaines images sont vraies. Ces images-là, le grand public n'y a pas accès. Et Thomas Pesquet lui-même, en direct, sur un plateau de télévision, l'a dit quand il était pressenti pour aller sur la Lune, le premier Français à aller sur la Lune. Qu'est-ce qu'il a répondu, Thomas Pesquet? Il a dit « Oh, mais là, où l'on peut aller aujourd'hui, c'est 400 km. La Lune, c'est 400 000, c'est autre chose. » Il le sait parfaitement qu'on n'a jamais dépassé la ceinture de Van Allen. Donc toi, tu penses que la Terre... Donc les images de Thomas Pesquet sont fausses, du coup. On la voit, la planète Terre. Il y a déjà des photos de la planète Terre. Il y a certaines photos qui sont vraies, mais oui, mais bien sûr. Il y a certaines photos qui sont vraies, mais pas toutes. Mais on voit bien, quand il y a une photo qui a été prise de la Lune par des objectifs, on voit bien la Terre, on voit bien qu'il n'y a rien derrière. Tu disais, on dirait une kippa sur un ballon, on voit bien qu'il n'y a pas de ballon. Tu as raison, Guillaume. Je vais te dire pourquoi tu as raison. C'est parce que les photos, avant d'être montées au grand public, ne sont pas retouchées. Ah, tu penses que... mais le problème, c'est que tu peux tout dire. Mais oui, mais vous pouvez tout dire, mais nous, on ne pourrait pas tout dire. Bah si, regarde. Eh ben voilà. Il n'y a plus cette excuse-là. Eh ben voilà. Mais tu as tout à fait. C'est à ça qu'on sert. Non, mais je te dis pas ça à toi, Guillaume, parce que tu as la gentillesse de m'inviter sur ton plateau et j'entends très bien le fait que tu sois sceptique. Attends, moi, je suis confronté au scepticisme depuis tout petit. Depuis que je m'intéresse aux théories du complot, ce qu'on appelle théorie. Moi, je n'ai jamais inventé de théorie de complot. Mais donc, toi, tu n'es pas trop d'accord avec les platistes, alors? C'est une autre mouvance. Ouais, oui, il y a des choses qui... Oui, quand ils se laissent accuser on leur dit, oh, les platistes, ils pensent que la Terre est plate, que c'est un disque qui tourne. Je vois pas pourquoi ils se laissent accuser de cette façon-là, je trouve ça ridicule. Moi, personnellement, je pense que la zone où l'on vit, où vit l'homme adamique, les êtres humains... Alors, c'est quoi l'homme adamique, tiens? Et après, on parle de marcher sur la Lune. C'est quoi l'homme adamique? C'est celui qui s'oppose à l'homme de parthénogenèse. Oh putain. Il y a des nouveaux mots, là. Faut emmagasiner. Ah, mais le complotisme, c'est une affaire sérieuse. Explique-moi si tu veux bien, explique-nous la différence entre les deux. D'après toi. L'homme adamique est issu d'une source initiale. C'est la création divine. Donc toi, t'es quoi? Je suis un humain, un homme adamique. T'es adamique? Oui. D'accord. Donc ça, c'est les humains, on va dire, classiques. Voilà. Parce qu'il y a les reptiliens aussi. Mais parmi eux, il y a des gens qui sont infiltrés par des civilisations exogénèses. Alors ça veut dire quoi, exogénèse? Qui vivent en dehors de notre monde, au-delà du mur de glace. Des extraterrestres, quoi. Ou des ultraterrestres. Je vais te dire quelque chose, Guillaume. Alors là, je pense que tu vas pousser le plus grand rire de ta vie. Ne dis pas ça, j'ai envie de rire déjà. Mais justement, c'est pour ça que je te dis ça, c'est pour te libérer. C'est pour je sais pas ce qui va arriver, mais j'ai peur, parce que déjà avec ce que tu m'as dit avant, c'était pas mal. Tu sais de quoi est fait la partie qui n'est pas notre monde, c'est-à-dire notre terre, là où vivent les hommes adamiques. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du mur de glace? Donc, le mur de glace est une barrière énergétique. Pour moi, il n'y a pas de mur de glace, il y a une boule avec de l'eau, voilà. Et on est dessus. Mais voilà. Donc là, il y a une frontière qui est une frontière de glace. Attention, on appelle ça le mur de glace. C'est une ceinture énergétique. Ceinture énergétique. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Voilà, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est toi qui vas me le dire. De l'autre côté, il y a, accroche-toi, parce que là, ça va être chaud. Pas que pour toi, d'ailleurs, pour les 2 600 000 auditeurs qui nous écoutent là. Au-delà du mur de glace, au-delà du mur de glace, il y a des civilisations qui sont issues d'autres mondes, qui viennent de très loin et qui sont parmi nous depuis très longtemps, depuis des millions d'années. Certains sont repartis et d'autres sont restés. Il faudrait que je te parle de l'expérience de Jung. Je te dis, on va faire une série de 10 émissions. Tu vas me réinviter un jour. Et dans leur monde à eux, il y a comme chez nous des races et des sous-races. Il y a par exemple la Fédération Galactique. Mais au-delà de cette fédération... Là, ça fait farfelu. Là. Mais au-delà de cette fédération galactique, il y a une confédération intergalactique. Oh. Et au-dessus de cette confédération intergalactique, il y a ce qu'on appelle le Conseil des Neuf. Non mais attends, vous sortez ce Conseil des Neuf... Non mais attends, moi je t'écoute. Je comprends... T'es promis de t'écouter. Je t'écoute. Je comprends parfaitement que ce que je suis en train de dire là, ça échappe à 99,99%
de la conscience humaine. Je le comprends parfaitement. Est-ce que tu te dis pas que c'est peut-être un peu poussé le bouchon là ? Non, parce qu'il y a des écrits, des récits qui ont été publiés et qui ont été lus par des gens beaucoup plus influents que moi, beaucoup plus intelligents dans tous les domaines de la science, de la littérature, de la philosophie. Je te parle des manuscrits de la mer morte. Je te parle des... C'est des mots, c'est toujours des mots un peu, tu sais. Mais oui, mais... C'est un dénominateur commun, des trucs de farfelu. Je dis pas que ça n'existe pas. Les manuscrits de la mer morte, c'est pas des trucs de farfelu. Non, c'est pas ça. Je dis, attention, tu sais, les mots galactiques, des manuscrits, des machins. Et tu sais, c'est jamais trop vérifiable. Et c'est juste ça qui est attention. Moi, j'ai la chance de visiter beaucoup de choses dans ma vie. Et de faire beaucoup de documentaires et de voir beaucoup de trucs. Et en fait, on a souvent l'impression qu'on nous cache des choses, alors qu'en fait, effectivement, parfois, il y a des choix qui sont faits par des hommes politiques complètement ubuesques, complètement déconnectés de la réalité. Et en fait, au début, je pensais qu'il y a des théories du complot sur plein de sujets. Je me disais, putain, c'est pas possible, ils font exprès pour que ça soit aussi fou, leurs décisions, c'est n'importe quoi. Et en fait, je pense que c'est parfois juste du manque de courage de plein de politiques ou juste des prises de décision complètement déconnectées. Mais j'ai appris aussi à voir aussi des bases militaires, à pouvoir visiter des choses et à me rendre compte que finalement, c'est un peu plus décevant que tout ça. Guillaume, je ne suis pas venu ici pour te convaincre. Je suis venu ici pour exposer certains éléments du monde dans lequel on vit, de la cosmogonie dans laquelle on vit. Dans tout ce que je te dis là, il y a quand même des références qui sont autres que celles de l'Internet et de YouTube. Il y a des écrits qui s'appellent les manuscrits de la mer morte. Tu as une civilisation, la civilisation sumérienne, qui a laissé des écrits, des traces, qui ont été étudiés, décodés, déchiffrés. Anton Parks a publié des livres là-dessus. Anton Parks a appris le sumérien. Quand il publie ses bouquins, il ne parle pas de YouTube. Je ne sais pas qui est Anton Parks. Eh ben voilà, intéresse-toi à l'œuvre d'Anton Parks, d'Anton et Anaël Parks. Intéresse-toi aux ouvrages de Zecharia Sitchin. Intéresse-toi à la personnalité d'Elana Danaan. Et tu verras qu'il y a quand même des choses qui sont troublantes. Après, moi, je les écoute, ces choses-là. Je les lis, je les étudie, je les regarde. Je me dis, il y a certainement dans ce qui est publié là quelque chose de vrai, quelque chose de fondé. Maintenant, moi, je ne suis pas scientifique. J'ai été micromécanicien, j'ai fait de la micromécanique, j'ai fait du cinéma, je connais ce que c'est qu'une pellicule, chimiquement de quoi elle est composée, je connais la lumière, mais je ne suis pas un physicien. Je ne vais pas prétendre que je peux comprendre ce que me raconte Étienne Klein au premier jet. Quand j'écoute Étienne Klein, je suis obligé de repasser deux fois la séquence. Parce qu'il y a des choses qu'en mécanique quantique, je suis absolument d'une nullité, mais effarante. La physique quantique, pour moi, ça me passe 10 étages au-dessus de la tête. Mais j'écoute. Oui, mais j'ai l'impression qu'après, le problème du complotisme, c'est que parfois, après, ça peut rentrer à la folie à force de chercher, tu sais, tout est complot. C'est juste ça. Il peut y avoir des sujets. Je peux te garantir une chose, je n'ai jamais été interné de ma vie. Donc là, Patrice parle des hommes adamiques. Il pense que nous sommes issus de la création divine, donc nous sommes des hommes adamiques, mais que plusieurs autres civilisations et énergies, d'ailleurs, vivent avec nous sur Terre, et non pas sur la planète totale, mais sur une petite partie qui s'appelle la Terre. Et donc, nous sommes, nous, les hommes adamiques. Qu'est-ce qu'on sait de tout ça, justement ? C'est une théorie qui est assez ancienne et qui mélange différents concepts religieux. Les sources que j'ai pu trouver qui étaient assez intéressantes et qui étaient en lien avec ce que tu me dis là, c'est la thèse des anciens astronautes, ça date à peu près des années 60, qui dit qu'il y a des extraterrestres, en tout cas une autre civilisation qui serait venue sur Terre pour y apporter des changements. Voilà, bon, écoute, ça se base sur, en tout cas d'après mes recherches, sur l'évémérisme. C'est l'idée selon laquelle les dieux seraient des personnages réels et que donc ils auraient eu un impact sur la planète. Il n'y a pas vraiment de source, évidemment, tu t'en doutes. Alors, est-ce que les manuscrits de la mer morte dont il parle, justement, Patrice, ont vraiment existé pour le coup ? Ouais, ils ont vraiment existé, c'est des textes religieux, c'est un ensemble de 900 manuscrits qui ont été découverts en Cisjordanie. C'est majoritairement écrit en hébreu entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er après Jésus-Christ. Est-ce que ces parchemins-là parlent d'une autre vie, d'une autre civilisation humaine sur la planète Terre que la nôtre ? Non, pas spécialement. Ce que tu vas retrouver, c'est effectivement des mentions d'êtres célestes, des mentions d'entités spirituelles, mais encore une fois, dans le contexte de documents qui sont des documents religieux, donc c'est pas très étonnant et ça corrobore pas particulièrement une théorie comme celle dont tu me parles. Tu vois, par exemple, les chemtrails. On peut en parler, si tu veux. C'est un sujet qui revient dans le top 3 en nombre de messages sur les réseaux, de débats dans les théories du complot, voilà.
un chemtrail, c'est les tracés des avions, derrière des avions de ligne, c'est-à-dire tous les avions, dans le ciel, il y a des traînées blanches, on va appeler ça, c'est de la condensation. Donc on pourrait imaginer ça comme un pot d'échappement de l'avion qui laisse une trace, en gros, longtemps. C'est la condensation quand il y a une condition atmosphérique. Donc certaines personnes pensent que ce sont... Alors, toi, tu y crois à ça ou pas? Donc tu vas expliquer mieux que moi. Oui. Qu'est-ce que, d'après toi, c'est ces tracés-là? Les chemtrails? Si ce n'est pas, du coup, de la condensation derrière les avions. Qu'est-ce que c'est? Les chemtrails, c'est-à-dire ces avions qui envoient des particules métalliques pour couvrir le Soleil, puisqu'il y a réchauffement, et on va mourir du réchauffement planétaire dans les années qui viennent. On va tous mourir. L'écologie aujourd'hui, ce n'est plus de l'écologie. C'est de l'escrologie. On revient sur les avions. Pourquoi ils feraient ça? Pourquoi ils feraient ça? Ça, les pilotes de ligne ne sont pas d'accord avec ça. Pour le coup, tu m'as cité tout à l'heure quand ça t'a arrangé. Si tu me trouves un pilote de ligne qui va te dire que ça existe, alors là, je te tire mon chapeau. Parce que si un jour t'en invites un... Mais pourquoi il n'y en a pas? Parce que mais dès que tu vas évoquer le sujet... Le lendemain matin, le mec, il est obligé de rendre sa licence. Mais tu crois qu'il y a... Mais il y en a plein qui n'ont rien à foutre de leur boulot. Tu crois pas que, honnêtement, tu crois pas que des retraités, on va dire, auraient balancé? Bon, écoute... Si ça avait été vrai... Parce que vous citez les pilotes de ligne quand ça vous arrange sur des affaires, mais alors dans ce cas, citez-les aussi sur le fait qu'ils disent que les chemtrails, c'est faux. Guillaume, écoute, je vais te résumer le truc. Les chemtrails, c'est du fake. Ça n'existe pas. À un tel point que la Floride, la semaine dernière, vient de publier une loi pour interdire tous les avions qui balancent des métaux lourds dans le ciel. Donc, en Floride, le gouverneur de Floride a publié une loi pour interdire quelque chose qui n'existe pas. Voilà, le débat est clos. Est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi juste pour d'autres raisons qu'ils interdisent? J'ai pas le truc là, tu me prends de court, donc c'est facile à dire, on discute, et puis tu me tiens, il y a 2 jours... Tu iras vérifier. L'Europe a interdit... Attends, moi ce que je te dis là, c'est filmé, c'est enregistré. Hein. Donc si j'ai dit une connerie, c'est moi qui vais passer pour un ridicule. Hein. Tu iras vérifier. Tu verras si c'est pas vrai. Donc, tu penses que tous les pilotes de ligne mentent quand ils disent que c'est faux? J'en connais, j'en ai... Oui, tu peux mentir par omission, tu peux mentir par action. Tu te doutes bien que les gens qui rempliraient ces réservoirs de je sais pas quel produit d'ailleurs... Mais ce sont des avions qui ne sont pas des avions de ligne. C'est pas vrai. Alors tu regardes sur... Alors ça c'est faux. Regarde. Alors, attends, permets-moi de m'expliquer sur le sujet. Bon. Tu prends une application qui s'appelle Flyradar. Tu connais? Ça permet de savoir quel est l'avion au-dessus de toi. Moi j'adore le faire. Je suis en vacances avec mon fils, hop, on voit un avion, tiens, on regarde, il va à Chicago, c'est l'impression de voyager avec, c'est génial cette appli. Eh ben, tu vois l'avion, c'est un avion de ligne, et pourtant il y a un tracé blanc derrière, de condensation, la vapeur d'eau. Non mais t'as vu les schémas que ça dessine dans le ciel? Parfois il y en a parfois tu as une route aérienne où il y en a beaucoup. Non mais t'as vu comment ils s'entrecroisent? Oui, parce que les avions s'entrecroisent en l'air. Bon, écoute, j'arriverai jamais à te convaincre, de toute façon, c'est... Non, mais c'est normal que ça s'entrecroise, parce que les avions s'entrecroisent. Et parfois, la condition météorologique fait que ça reste quelques mais de toute façon, dizaines de minutes. Je viens de te le dire, Guillaume, je t'ai dit, ça n'existe pas, les chemtrails, à un tel point qu'en Floride, ils viennent de pondre une loi pour interdire le survol de la Floride par ces avions qui balancent des métaux lourds. Voilà. Donc, ça n'existe pas. Alors là, Patrice parle des chemtrails, des chemtrails, ça dépend, il y en a qui le prononcent différemment. Ouais. En gros, c'est les traînées blanches qu'il y a derrière les avions, derrière les réacteurs d'avions dans le ciel, et que les avions laissent comme trace. Lui, il pense que c'est des produits donc, chimiques qui ont été faits pour rendre stérile la population, pour tuer la population, pour empoisonner, en gros, les gens au sol, et donc qui sont répandus par les avions. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus, rationnellement? Qu'est-ce que c'est que ces tracés derrière les avions, là? Ouais, c'est quelque chose que tu peux voir quand effectivement il y a des avions qui passent dans le ciel. C'est hyper documenté. En fait, c'est tout simple, c'est de la condensation, puisque tu as des moteurs qui sont très chauds, dont un air en haut qui est très froid, et qui donc, du coup, l'eau va condenser très rapidement. Et si quelqu'un voulait diffuser des produits sur la population, est-ce que c'est la meilleure solution de le faire derrière un avion? Non, bon, déjà, tu serais ultra cramé, de manière très réaliste, parce que on aurait, depuis le temps que ça existe, ce phénomène, on aurait des images de gens qui chargent des barils bizarres, enfin, quelqu'un aurait parlé de quelque chose. Il y aurait eu des photos. Il y aurait quelque chose, il y aurait quelqu'un quelque part qui aurait parlé. T'imagines, dans tous les pays du monde, en plus. T'aurais bien un mec sur un aéroport pour filmer un truc. Il y a un mec qui aurait fait un snap, tu vois. En fait, et puis surtout, c'est pas la méthode la plus pratique, parce qu'en fait, tu contrôles rien. C'est-à-dire que tu mets un produit, tu mettrais super haut comme ça, il faut que ça tombe au bon endroit. En fait, fondamentalement, tu vas gâcher plus de produits qu'autre chose, quoi. C'est pas très pratique. Alors, pour confirmer ce qu'il dit, il explique qu'en Floride, il y a une loi qui vient d'être votée, justement, qui interdit aux avions de larguer des produits dans le ciel. Alors, est-ce que cette loi existe et à quoi elle sert?
Cette loi, elle existe. Elle interdit, pour être précis, la modification météorologique par dispersion de produits chimiques dans son atmosphère. Et en fait, c'est important de rappeler qu'au final, un législateur local, il répond aux attentes de la population. Donc, si tu as un grand groupe, comme effectivement c'est le cas en Floride, de gens qui croient à ça, qui croient au fait qu'il y a des choses, on est traîné des avions, etc., si ils vont voir ensuite le maire, ils vont voir le gouverneur en disant il faut faire quelque chose, le gouverneur il répond aux attentes de la population. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose derrière qui se passe. Et d'ailleurs, dans certains pays, ça c'est possible, on peut changer, on peut faire tomber les nuages. Ils l'ont déjà testé au-dessus du désert, par exemple, avec des avions, de larguer des parles de produits. Dubaï. Il y a plusieurs pays dans lesquels ils l'ont fait. Des expérimentations là-dessus. Ouais, où il fait très chaud et il n'y a pas assez d'eau, et ben ils vont disperser un produit qui fait tomber le nuage. C'est pas le même sujet, mais c'est pas le même sujet, mais donc ça peut exister parce que modification météorologique par dispersion de produits chimiques, ça peut englober de manière large toutes ces méthodes. Il n'y a pas de sujet que j'élude. Non, mais Guillaume, moi je t'apprécie énormément. Non seulement toi en tant que personne, mais ton émission. C'est adorable, merci. Donc, moi, quand tu m'opposes tes arguments, je les écoute. Tu ne crois pas aux miens. Moi, je pense que tu n'as pas suffisamment approfondi les sujets, peut-être comme moi je les ai approfondis, ou peut-être comme moi je les vois. Alors, je sais j'ai pas. pas autant travaillé sur les sujets. Mon but, c'est juste de laisser parler l'invité. C'est le but de l'émission. Et pas donner mon avis. Je ne donne jamais mon avis, moi, dans les émissions. Mais là c'est plus un jeu d'arguments où je confronte, moi, mon idée personnelle aux tiennes, mais sans jugement. Et alors, attends, donc, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Mais tu sais, des personnes comme toi, dans mon entourage, j'en ai plein, qui, quand je leur explique ma vision des choses sur certains sujets, me disent « Mais t'es perché, mon gars. Mon voisin me l'a dit. Un voisin que j'adore et qui m'adore aussi. » Et quand je lui parle de ça, il me dit « Mais Patrice, t'es vraiment perché. Hein. » Il se donne même pas la peine d'écouter de développer mes arguments. Tu vois, même ici, c'est compliqué. Parce que tu as vu comment on part dans différentes voies d'un seul coup. Je t'écoute sur le sujet des vaccins. Voilà, alors le sujet des vaccins. Selon moi, il y a eu volonté d'éliminer une grosse majorité de la population terrestre. Sous une forme définitive, par la mort, et aussi par la stérilisation. Ce vaccin, il n'avait peut-être pas que ce but-là, mais en grande partie. Pour le reste, le Covid, c'est pas un virus, c'est un plan. C'est le complot organisé visant à l'installation de la dictature. C'est le Covid, ou si tu veux, le certificat obligatoire de vaccination et d'identité digitale. C'est ça le Covid, c'est un plan. C'est ce que les complotistes appelaient à l'époque la pandémie. C'est aussi peut-être tout simplement un virus. Non, le Covid, c'est un plan. Le virus, c'est autre chose. Alors, on nous a balancé des théories là-dessus. Ça venait d'un variant du pangolin. Après, on a eu droit à je ne sais trop quelle théorie. C'était pas clair. Oh, non, c'était pas clair. Alors là, pour s'être emmêlé les crayons, alors là, ils se sont emmêlés, mais alors du début à la fin. Et une maladie qui arrive, ils ont tous essayé de trouver des causes. Il y a des erreurs. On ne dit pas que tout est au moment de soigner les gens avec un traitement efficace, dont nous parlait le professeur Raoult, l'ivermectine, on l'a retiré du marché. Mais est-ce que tu es médecin? Non, mais j'ai écouté Raoult. Il a soigné combien de gens avec sa méthode? D'accord? Et regarde les effets secondaires qu'il y a aujourd'hui. Regarde les effets secondaires qu'il y a à la suite de cette vaccination. Tu t'es fait vacciner ou pas? Ah, certainement pas. Hein. Alors là, je vais te dire, ils m'auront pas. Et je vais même te dire quelque chose. Ils m'auront pas. Ah non, ils ne m'auront pas. Hein. Et j'étais prêt à tout pour ne pas me faire vacciner. Et si un jour ça doit recommencer, je préfère manger les feuilles de mes arbres qu'aller dans un hôpital pour me faire une injection. Je vais t'expliquer pourquoi. Ma maman, elle a 99 ans. Et si tu voyais son état, t'en reviendrais pas. Elle en fait 70. Elle avait 95 ans lors du Covid. Et je vais te dire, le Covid, elle l'a pris de pleine face. Hein. Quelque chose de sérieux. Hein. Elle a pris des antibiotiques, parce qu'elle avait des problèmes respiratoires, mais phénoménaux. Elle les a pris pendant quelques jours, puis après j'ai dit à ma maman, attends, avant d'aller chez le médecin ou à l'hôpital ou te faire des piqûres, je vais te soigner autrement. Et je l'ai soignée autrement. Par une méthode que je ne dirai pas ici. Parce que si je dis la méthode par laquelle je l'ai soignée, on va supprimer cette méthode à la prochaine pandémie. Donc je n'en parlerai pas. Et moi-même... Attends, je comprends pas. Tu la soignes. Pourquoi tu peux pas le dire? Parce que je ne veux pas
dire par quels moyens j'ai soigné ma mère. Parce que sinon, je risque de porter atteinte à ce traitement. Et on risque de le supprimer. Donc, je n'ai pas envie de le avec un autre médicament, tu veux dire? Oui. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai dit à ma mère, non, arrête de prendre ces saloperies-là, je vais te soigner autrement. Ça a été un peu plus long. Elle a traîné ça pendant au moins 15 jours. Pendant 15 jours, elle a été bien secouée. Et moi avec, parce que du coup, elle me l'a donné. Moi, je me suis soigné en 7 jours avec mon traitement. Sans être vacciné. Et ta mère n'a pas été vaccinée? Non. Et elle a chopé le Omicron derrière. Elle a chopé le variant. Eh ben, j'ai ressorti mon traitement. Nickel. En une semaine, c'était passé. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'était un peu la loterie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient plus jeunes, plus sportifs, qui sont décédés. Absolument. D'autres plus âgés qui s'en sont On n'a pas la même anamnèse. La même quoi? Anamnèse. C'est-à-dire comment dire, la même réaction aux maladies. Donc, c'est-à-dire que voilà, chacun a réagi différemment, chacun a attrapé un virus un peu différent, il y a eu des évolutions, au début il était plus agressif, etc. Donc c'est très compliqué de parler de ça. Mais tu penses que le vaccin n'était pas bon, c'est ton opinion? 40 pages d'effets secondaires. 40 pages d'effets secondaires publiés par Pfizer. Et tu penses que ça a été fait pour rendre stérile la population? Ça n'a pas marché du coup? On est trop nombreux, on nous cesse de nous le dire. Mais ça n'a pas marché. Ah non, ils se sont plantés. Après, ils se sont foirés, tu dis, sur les vaccins. Il y a eu, oui. Alors, moi, je suis un parfait exemple. Je me suis vacciné 2 fois. Je juge personne, ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont pas fait. Chacun fait ce qu'il veut. T'es tombé sur... J'ai eu des enfants depuis. Génial, mais attends, tant mieux. Tant mieux. Mais effectivement, il y en a qui se sont fait vacciner, qui ont eu des soucis de santé. Eh oui. T'es bien d'accord que dans ces vaccins, il y avait de la protéine spike, il y avait du graphène et de la nanotech. Combien d'années tu as fait de médecine pour le savoir? Tu as vu des articles de gens qui veulent... Attention aussi à l'ingérence étrangère. Il y a un autre sujet, c'est ça. Non, mais c'est un vrai sujet. Si on veut parler de tout, il faut parler du sujet général. Il y a beaucoup d'ingérences étrangères qui sont faites pour déstabiliser, qu'on doute de l'État, qu'on doute du président, qu'on doute... Moi, je me fiche de tout ça. C'est pas mes sujets, ça m'intéresse pas. Mais attention, il y a aussi beaucoup d'ingérences ou avec des faux articles qui vont te faire croire qu'on essaie de t'empoisonner aussi pour foutre le bordel dans le pays. Et à contrario, il y a aussi parfois des vaccins qui sont sûrement très mal dosés, qui ont causé des dégâts et des décès. Tu vois, je dis pas, hein, mais il faut essayer d'être juste. Ok. Je pense que c'est important. Et moi, je connais des tas de gens autour de moi qui se sont fait vacciner, 2 voire 3 doses, puis qui se portent comme un charme, qui n'ont rien. Ah oui. Mais c'est pas moi qui ai dit qu'il y avait des lots. Ça a été annoncé. Ben non, mais des lots, oui, c'est fait par lot. Ah, il y avait des lots. C'est fait par bain. Eh ben oui. Donc, quand il y a. T'as peut-être des lots où il n'y avait pas grand-chose dedans, puis t'avais des lots où il y avait peut-être d'autres choses dedans. Alors ça, et puis après, t'avais peut-être des gens aussi qui, malgré le fait qu'ils aient été vaccinés par un vaccin puissant, ont une résistance parce qu'ils ont une immunité naturelle qui permet de réagir. Les joueurs de foot qui tombent raides sur le stade. Non, mais des chanteurs ou des chanteuses qui tombent raides sur la scène. T'as vu tout ça? Mais t'as totalement raison, mais on est 7 milliards. Alors ça, tu vois, je viens de te donner une part juste avant, mais malheureusement, des joueurs de foot qui font des arrêts cardiaques parce qu'ils poussent le bouchon, ou alors parce qu'ils ont une faiblesse cardiaque et qui s'est révélé à un moment donné, c'est arrivé avant le Covid. C'est arrivé sur plein de matchs très connus, en direct à la télévision, où t'as malheureusement des joueurs qui décèdent. C'est arrivé avant le Covid. T'es d'accord avec moi? Pas autant. Et des chanteurs sur scène, malheureusement, il y en a eu déjà avant. Pas tous les énumérés, mais il y en a eu pas mal qui sont morts en show ou juste après. Puis d'abord, ceux que j'ai vus s'écrouler sur scène. Mais c'est pas pour ça que étaient-ils vaccinés d'ailleurs? J'en sais rien. C'est pour ça que exactement. C'est pas pour ça que et je pense qu'il y a des gens qui faisaient semblant d'être vaccinés qui ne l'étaient pas, y compris des politiques probablement. Tu vois, non mais faut dire les choses. Donc là, Patrice nous parle du Covid-19 et des vaccins et de ce pourquoi ils auraient été créés. Je vais rappeler d'abord exactement et historiquement ce qui s'est passé avec le maximum de chiffres. On va essayer de les documenter. La pandémie de Covid-19 causée par le coronavirus SARS-CoV-2 a débuté fin 2019 en Chine avant de se propager rapidement partout sur Terre, entraînant des millions de morts. Il y a eu des mesures comme le confinement à l'époque, le port du masque et la vaccination qui ont été mises en place pour freiner la propagation du virus. Alors, si on écoute Patrice, il dit en fait que le Covid et les vaccins sont un plan d'élimination de la population à grande échelle par la mort ou alors par la stérilisation. Le vaccin, en gros, d'après lui, devait rendre stérile, mais ça a échoué. À l'époque du Covid, il y a eu énormément de théories justement autour des vaccins. Est-ce qu'on a des chiffres sur les gens qui sont convaincus de ça aussi? Oui, il y a eu une étude notamment qui a été diffusée dans Le Monde en 2020 qui montrait que 43% des Français croyaient effectivement à ces théories. Est-ce qu'on sait combien de gens refusaient de se faire vacciner à l'époque? Ouais, des chiffres que j'ai pu retrouver, on est sur à peu près 6% de la population
population française qui n'était pas vaccinée contre le Covid-19 à la mi-2022. Et à l'époque de la pandémie, il y a combien de vaccins qui ont été développés ? Il y en a beaucoup. En fait, dès août 2021, c'est environ 110 vaccins qui étaient autorisés ou qui étaient en phase d'études cliniques. Et parmi ceux-là, on va en retrouver 21 différents qui ont été approuvés par au moins une autorité nationale pour utilisation publique. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a réellement dans les vaccins ? Est-ce qu'il y a des composants ? Est-ce que c'est expliqué ? Est-ce qu'il y a des infos publiques ? Ouais, c'est expliqué, c'est public. Ça dépend du vaccin dont tu parles, parce qu'il y en a plusieurs des différents. Tu peux retrouver les compositions sur Internet. Il y a une source d'ailleurs que je laisserai les gens regarder, que j'ai retrouvée, que tu pourras afficher. Voilà, je vous mettrai tout ça dans la description si vous voulez voir. À chaque fois, tout est documenté. On a essayé de mettre tous les liens de Henri Hardisk donc dans la description directement. Le Covid-19 a fait 7 millions de morts environ dans le monde. Source World Health Organization Data. Donc voilà, on a trouvé ce chiffre-là. Est-ce qu'on sait si les vaccins ont été responsables d'abîmer la santé de certaines personnes, voire de tuer des gens ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'effets indésirables ? Déjà, faut rappeler une chose que je trouve hyper importante. Et moi, dans ces cas-là, c'est pas mon métier de faire de la médecine. Je pense que, surtout quand on parle de sujets qui sont très importants, qui touchent à la santé des gens, etc., c'est important d'avoir un professionnel de santé et pas d'agir sur sa santé par rapport à des trucs qu'on pourrait voir sur Internet, même de moi, de qui que ce soit, dont c'est pas le métier. Ceci étant dit, les choses à dire qui sont, je pense, importantes sur ce sujet-là, c'est rappeler les chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui rappellent que la vaccination a sauvé plus d'1 million de vies seulement dans la zone européenne. Ensuite, fin 2022, il y a eu un rapport de l'Agence européenne des médicaments qui rapporte environ 11 448 décès signalés après une vaccination dans l'Union européenne. Et c'est là où il y a un truc qui est intéressant, parce que là, je viens de te dire ça, c'est pas parce que tu viens, par exemple, de te faire vacciner contre le Covid-19 et qu'ensuite tu décèdes que ces deux éléments sont liés. Et c'est le travail en fait des régulateurs de santé publique en France et dans tous les pays de faire ce qu'on appelle de la pharmacovigilance, c'est-à-dire une fois qu'un produit médical a été mis sur le marché, de faire le suivi, la traçabilité et de s'assurer que tout fonctionne bien. Et selon Patrice, il y a un remède qui avait été trouvé par le professeur Didier Raoult, qui était l'hydroxychloroquine et l'ivermectine. Il a finalement dû retirer après son étude, il nous l'a expliqué. Pour lui, c'est une preuve de sa théorie justement. Qu'est-ce qu'on sait justement du professeur Raoult et de pourquoi ça a été retiré à l'époque ? Déjà, tu dis dans ta question, le fait que l'étude ait été retirée est une preuve. Si toutes les études qui étaient retirées étaient en fait vraies, on s'en sortirait pas du tout. Donc le fait que l'étude ait été retirée n'est pas une preuve que l'étude était en fait vraie, mais que ça a été caché. L'étude a été retirée, pas pour rien en fait. C'est une étude qui date de mars 2020, donc sur ces deux produits que tu citais, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine contre le Covid. Au début, il y a beaucoup d'espoir parce que, comme dans tous les grands moments historiques dont on parlait un peu tout à l'heure dans l'émission, quand il y a un grand truc qui se passe, une grande pandémie, c'est un peu le bordel. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde cherche à comprendre ce qui se passe, à trouver un remède, un traitement, quelque chose, machin. Et donc là, on a ce cas-là où cette personne dit « Ah, il y a ce truc-là qui a l'air de fonctionner ». Donc au début, forcément, il y a des espoirs qui se lèvent. Et puis effectivement, cette étude, elle a été rétractée en décembre 2024 par la revue qu'il avait publiée. Et pourquoi elle a été retirée du coup ? En fait, elle a fini par être retirée parce qu'il n'y avait pas de groupe témoin solide, la taille d'échantillon était trop faible et il y avait des biais dans la sélection des données. Avant de terminer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets, les reptiliens. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler aussi, comme quoi certains êtres humains ne seraient pas comme nous. J'avais vu ça sur des présidents de pays étrangers, comme quoi ce seraient des reptiliens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que toi tu y crois ? Et qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu peux nous donner un peu d'infos ? Je vais te donner une info. Tu connais le club de Davos, le forum de Davos. Le forum de Davos. C'est une organisation qui a été fondée par M. Klaus Schwab, qui aujourd'hui n'en est plus le président. Il a été remplacé par le président de Vittel. Mais bon, ce club de Davos réunit les plus grandes fortunes du monde. C'est eux qui dictent la politique et la politique économique mondiale. Pas tout seul, hein. Il y a BlackRock, il y a le CFR, il y a le Bilderberg Group, tu as plein de... D'accord ? Bon, comment expliques-tu, autrement peut-être que pour se marrer et de faire le clown, que M. Klaus Schwab ouvre une session de ce forum de Davos en costume de mage noir ? C'est pour se marrer ? Il invite comme ça les plus grandes fortunes du monde, puis il arrive à la tribune en costume de mage noir. Moi, en tant que complotiste, je me dis que peut-être cette personne a des contacts avec des intelligences exogénèses, peut-être même qu'il est infiltré par ces intelligences exogénèses. Alors tu vas dire... Qu'est-ce que c'est exogénèse, rappelle-nous ? C'est ce qui ne fait pas partie de notre monde adamique. Qu'est-ce que c'est le monde adamique ? C'est la création originelle de Dieu, de cette conscience, de cette source. Est-ce qu'il y a des reptiliens, d'après toi ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des Dracos, il y a des Pléiadiens, il y a des Arcturiens. De l'autre côté du mur de glace. Tu comprends ? Mais ça...
excuse-moi si je rigole, c'est parce que... Non, mais c'est- t'as tout à fait raison. En fait, j'ai expliqué... Parce que c'est tellement énorme. Je veux un mot... Moi, les légendes, je considère que c'est un moment de vie. Et si j'étais avec un cousin, un pote, un oncle, un machin, dans un dîner, et qui me disait quelque chose comme ça, si je rigolais, enfin, si j'avais envie de rire dans ce dîner-là, ben, je pense qu'il faut que je rigole ici. Mais je vis une émission comme je vis un moment de vie. Mais- Parce que sinon... Guillaume, je ne le prends pas Après, il y en a mal. qui vont pouvoir Je dire oui, mais il a comprends. rigolé alors que moi j'y crois. Mais Voilà. non. Chacun. Mais je suis sujet à ça tous les jours. Donc, c'est normal que tu rigoles de ce que je dis. Ta fille C'est et ta tout femme à y fait croient à normal. ça? Comment? Ta fille et ta femme y croient? Ma fille, elle est partagée, mais quand je lui mets des documents sous les yeux que j'ai pas là, par exemple, elle se pose des questions. Elle me dit ah tiens. Et je vais te raconter un truc sur ma femme, par exemple, qui elle et moi, alors on est, on s'entend parfaitement et intellectuellement pareil. Je vais te raconter un truc. Monsieur Vladimir Poutine, il y a quelques années de ça, il a eu une maladie. Je ne me rappelle plus quoi exactement. Il est parti en clinique. À son retour de clinique, sa femme l'a quitté. Pourquoi? Parce qu'elle ne le reconnaissait plus. T'en sais rien. Tout à fait d'accord avec toi. Sauf que, et j'ai réagi comme toi. Quand j'ai entendu dire des gens, sa femme l'a quitté parce que c'est pas le même qui est sorti de la clinique, on l'a remplacé, tu vois. J'ai souri. Je dis bon, des complotistes, il n'y en a pas qu'en France, il y en a en Russie aussi. Et quand il est sorti de clinique, ma femme m'a dit, c'est pas le même. Je lui ai dit, comment ça, c'est pas le même? Elle me dit, c'est pas les mêmes yeux. Je dis, arrête. Comment ça, c'est pas les mêmes yeux? Non, c'est pas les yeux de Poutine. Est-ce que ça peut pas Alors, être de la rétention d'eau? je ne te dis pas que Poutine n'est pas Poutine, que c'est un autre, que c'est un clone, qu'il est investi par des intelligences exogènes, qui l'ont infiltré, qu'il y a des reptiliens qui sont rentrés dans lui et qui lui dictent ce qu'il doit faire. Je suis pas en train de te dire ça. Je dis simplement que ma femme a remarqué ça. Mais tu le penses? Alors, moi, je dis, tiens, bon, Le jour, je vois le président Macron, il fait Oui. un truc, et il fait ça à la fin. Et là, il y a tous les triangles et tout. Oui. Attention, tous les politiques font ça pour essayer de pas bouger les doigts, pour pas montrer de signes de stress aussi. C'est un truc, tu te mets comme ça, tu te croises les doigts, comme ça, ou tu te mets comme ça. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Et d'un coup, tu sais, bam, je voyais les mecs dessiner des triangles et tout dans sa main. C'est bien de se poser des questions, mais attention à pas se poser des questions sur tout et n'importe quoi, en pensant qu'on est plus intelligent que les autres. Il n'y a rien de pire que ça. C'est pas du tout ce que je pense de moi, crois-moi. Hein, c'est Donc tu penses qu'il y a des reptiliens? Comment on reconnaît un reptilien? comment on les reconnaît? Je serais incapable de te dire comment on les reconnaît. Incapable. Tu sais, quand tu dis... Là, je te disais, il y a des personnalités dans notre monde qui sont investies par des énergies extérieures, issues des mondes exogènes. Qu'est-ce qu'ils vont te dire, les chrétiens, là-dessus, les catholiques? Ah, il est possédé par le diable. Il est possédé par le diable. Le diable est entré en lui. Puis il le manipule. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il n'y a que cette interprétation? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, effectivement, des énergies ultraplanétaires ou intraplanétaires ou extraplanétaires qui seraient capables de franchir des couloirs interdimensionnels ou des portails organiques pour venir chez nous infiltrer certaines personnes dont ils se servent pour faire certaines choses dans notre monde à nous? Moi, je te dis pas que j'y crois. En fait, tu es complotiste de tous les sujets. Presque, là. Multicarte. Ah, voilà, tiens, complotiste multicarte. Tu penses que Voilà. la Terre serait au centre de l'univers, c'est pas le Soleil. Toi, tu penses qu'on tourne pas? Même le système solaire, tu n'y crois pas? Ah, alors, avant qu'on nous dise que la Terre était ronde, Ptolémée ou d'autres nous disaient qu'elle était plate. Oui, mais avant, on n'avait pas d'instrument de mesure. Oui, bien sûr, on n'avait pas d'instrument de mesure. D'accord. Il faut accepter aussi qu'on apprend. Regarde, aujourd'hui, la médecine, t'es bien content qu'elle La ait Terre, évolué. je vais te poser une question. Vas-y. Enfin, te soumettre à une interrogation. Oula. Marconi, il a fait une expérience. Il voulait savoir si on pouvait venir au secours de bateaux qui étaient perdus dans l'océan à de très longues distances. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait faire cette expérience en Italie, et puis finalement, il n'a pas eu l'autorisation, c'était sous Mussolini. Il est parti en Cornouailles, au sud de l'Angleterre, dans une ville qui s'appelle Poldhu. Il a monté une énorme antenne, un émetteur gigantesque, et il a envoyé un signal à Terre-Neuve. 4500 km. Le signal est arrivé, fort et clair.
Il a dit, mon expérience est géniale, on peut envoyer des signaux à longue distance. Ça va servir aux marins qui sont perdus en mer. Puis quand même, Marconi, c'était quand même pas le dernier des crétins. Il s'est dit, on pourrait peut-être faire mieux que ça encore. On va envoyer un signal en Australie, de l'autre côté de la Terre. De la planète Terre, on est bien d'accord. Hein. C'est 20 000 bornes, c'est-à-dire la moitié de la circonférence de la planète. Il a envoyé son signal, alors il avait refait une antenne, mais beaucoup plus fréquente, avec un émetteur énorme, un signal du feu de Dieu. Et le signal est arrivé en Australie, à Sydney. Explique-moi comment le signal qui part de Poldhu arrive de l'autre côté de la planète. Alors, avant que tu répondes, je vais te donner la réponse et tu vas être d'accord avec moi. C'est facile. Le signal se reflète sur la ionosphère et il arrive de l'autre côté. Aucun ingénieur, aucun spécialiste n'a dit on va faire mieux. On va faire le tour du signal, puis il va revenir à Poldhu. Il y a un moment donné où ça s'arrête. Voilà. Alors après, tu réfléchis à ça. Pourquoi ça s'arrête? Et comment ça s'arrête? Peut-être qu'il faut un spécialiste qui t'explique les ondes. Oui, bien sûr. Tu comprendrais mieux. Bien sûr. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. Si t'avais un spécialiste. Oui, mais n'empêche que personne n'a fait l'expérience. Personne n'a fait l'expérience, va en Antarctique pour un avion. Personne. Non, là, je te parle du signal de Marconi. Personne ne fait des expériences et tout le monde dit ils n'ont pas fait des expériences. L'expérience, parce elle a que eu ça lieu, n'a aucun sens. parce que on sait que la Terre est ronde. le 22 septembre 1930, l'expérience de Sydney. Donc la Terre est le centre du système solaire. J'y crois pas. De quoi? Que le géocentrisme soit la vérité. Que le centre de la Terre, enfin le centre du système solaire soit la Terre. Que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. J'ai du mal à le croire. Ah, donc c'est-à-dire que c'est une première théorie du complot J'ai du mal à le auquel croire. tu n'adhères pas à 100%. J'ai du mal à le croire. Mais, ce qui est étonnant, c'est que tu as quand même 200 scientifiques dans le monde aujourd'hui, pas des crétins, on pourrait te citer 2-3 noms, qui sont professeurs en université, ingénieurs en physique, il y en a un autre qui est spécialiste en mathématiques, enfin bon. Et eux défendent la thèse du géocentrisme. Waouh, excuse-moi, moi je suis un nul, j'ai pas écrit de bouquin, j'ai pas de chaîne YouTube, les seuls articles qui parlent de mes théories sont plutôt en Russie qu'en France, donc je vais pas me comparer à ces gens-là, d'accord? Bon, mais eux t'expliquent, ils ont des arguments, ce sont des professeurs en université, et si tu regardes bien, non seulement eux l'expliquent, mais à Prague, il y a une horloge qui te le démontre, c'est tout. Alors après, tu peux croire à la théorie de l'héliocentrisme ou à la théorie du géocentrisme, n'empêche que les deux camps ont des arguments Et solides. de quelle année cette horloge? Waouh, ça date, hein, c'est au Moyen-Âge, elle a été installée au Moyen-Âge. Tout dit. Oui, mais Brûler les hérétiques à l'époque. eh ben ouais, aujourd'hui on veut brûler les complotistes, c'est pas mieux. Hein. Mais n'empêche que cet horloger a démontré mécaniquement que la chose... Il n'y a personne qui brûle les complotistes. Et je Non, mais pense ça que du viendra, Moyen-Âge, on est revenu sur plein de sujets quand même, heureusement. D'accord. Mais n'empêche que cet horloger, il a construit cette horloge en démontrant mécaniquement la possibilité d'un système géocentrique. Oui, mais on peut tout refaire. Ah, ben oui, ben d'accord. Mais, Alors, oui, mais bon, ben voilà, rapidement, mais ça existe. Rapidement, pour terminer l'émission, deux sujets très rapides. Les cycles cosmiques. Et ensuite, on va parler, pour terminer, de la Lune. En Europe, aujourd'hui, on fonctionne sur un temps linéaire. C'est-à-dire les années, les mois qui passent, le temps qui avance, les heures, etc. Ce qu'on appelle le temps linéaire. Toi, tu penses que c'est une mauvaise conception? Je pense qu'on pourrait envisager autre chose, mais maintenant c'est fini, c'est mort. On est parti dans un calendrier grégorien, c'est fini. Mais je pense que le système de calcul du temps annuel par des mois, par 12 mois de 30 jours, 31 jours, 28 jours en février, parfois 29, parce qu'il y a le quart de chaque année, alors tous les 4 ans, tu as une journée en plus. On pourrait très bien aborder un calendrier de 13 mois sur 28 jours, avec un jour de plus en février, par exemple, pourquoi pas, ce qui aurait pour effet de pouvoir intégrer le serpentaire, le signe du serpentaire. Aujourd'hui, il n'existe pas, ce signe. Pourquoi? Voilà, c'est tout. Je dis, voilà, après maintenant, c'est comme l'histoire de changer d'heure. Tu dis qu'on va changer d'air, toi? Nous sommes aujourd'hui dans un temps cosmique qui s'appelle le Kali Yuga. C'est-à-dire l'âge de fer. Il y a 4 âges principaux dans la cosmologie hindoue. Tu as le Satya Yuga, le Tetra Yuga. Mais là, on est parti chez les hindous. Oui, oui, non, mais ça fait partie. Ça fait partie aussi
de notre monde, ça. Parce que tu dis qu'on va changer de dimension, je voulais juste comprendre ça. Ah oui, de dimension énergétique. Alors bon, mais je te parlais de ça parce que ces âges, ces 4 âges principaux, Satya, Tetra, Dwapara et Kali Yuga. Yuga, c'est l'âge, hein. Kali Yuga, c'est le fer, Kali, c'est le fer, l'âge de fer, on est dans l'âge de fer. Et nous allons finir cette période qui va durer encore pendant environ 70 ans. Bon. On a quitté l'ère des poissons, qui avait son énergie propre, dans laquelle sont nées les 4 grandes religions, et on va passer dans l'ère du Verseau. Chaque période dure environ 2000 ans. L'ère du Verseau n'a pas la même vibration énergétique que l'ère du Poisson. Et nous allons rentrer dans une vibration particulière, qui n'est plus celle d'avant. Et dans cette vibration-là, dans cette énergie-là, dans cette ère du Verseau, nous allons ascensionner vers des états de conscience que nous ne connaissons pas encore. Difficile à comprendre ça. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Après la mort, je pense que l'âme emmène une partie de ce que tu as été, si tant est que tu aies nourri ton âme suffisamment. Si tu n'as pas nourri ton âme, d'une façon ou d'une autre, tu vas errer dans les limbes pendant un certain temps. Mais tu n'auras peut-être pas la possibilité de te réincarner. Le principal, pour nous, hommes adamiques, c'est de charger son âme du maximum d'énergie positive, d'amour, de paix, de bonté. Par exemple, c'est le principal. Et c'est la relation que j'entretiens tout particulièrement avec ma fille et ma femme. C'est notre but principal. C'est de nourrir nos vies, notre âme, de ces énergies-là. Parce que ton âme va s'en servir pour l'après. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce que c'est que l'après ? C'est comme le mystère de la vie. Le mystère de la mort, on ne le connaît pas. Mais l'âme, elle le sait. Et ton âme, elle est en toi, enfin en toi. Elle est autour de toi. Et elle est alimentée par cette particule divine que l'on a depuis la nuit des temps. Il ne faut pas négliger ça, c'est très important. Je t'ai vraiment laissé parler de tout. Hein. Tu vois vraiment qu'on puisse aborder tous tes sujets à toi. Je voulais terminer dans les plus grosses théories du complot, et comme tu es complotiste ceinture noire, tu dis que tu crois à tout et tout. 7e dan. 7e dan. Oui. C'est la nourriture empoisonnée, tu dis, on mange aujourd'hui du poison et après on finira sur la Lune. Ah, moi, je fais très attention à ma nourriture. C'est-à-dire, tu manges pas quoi ? Qu'est-ce que tu ne manges pas ? Je mange que des produits naturels. Mes poulets, ils sont élevés par un agriculteur qui les nourrit au grain et au lait. Mon lait, je vais le chercher à la ferme. Ma viande de bœuf, c'est un agriculteur qui, quand il tue une génisse, m'en vend un quart. Les légumes, je les achète chez un maraîcher qui fait de l'agriculture au moins raisonnée, sinon bio. Et mon eau, je la filtre. Je fais très, très, très attention. Il y a des poisons partout. Et si tu c'est sûr que c'est vrai. Pour le coup, il y a plein de produits chimiques qui sont très mauvais pour la santé. Voilà. Ça, c'est indéniable. Il y a plein de lobbies et ça... On est bien d'accord. Si tu mets une essence de mauvaise qualité... On est d'accord sur un truc. Tu vois, regarde. Et tu verras, si tu m'invites 10 fois, la 10e émission, tu te diras « T'avais raison sur tout. » Bon, c'est pas gagné, hein, je t'avoue. C'est pas gagné. Bon, mais on est bien d'accord, tu mets de la mauvaise essence dans un moteur, tu vas fusiller ta bagnole. Oui. Hein. Voilà, donc l'organisme, il faut y faire attention. Le corps humain est parfait. Tu vois, regarde, il y a 2 jours, j'avais une sciatique, je pouvais même pas marcher. Hein. J'ai utilisé les produits dont je te parlais tout à l'heure. Bah, ça s'appelle aussi le sommeil, le repos. Oh oui, il n'y a pas que ça. Ça aide. Il n'y a pas que ça. Hein. Dormir, ça aide. Il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que tu penses de la Lune, toi ? Je crois que c'est la plus grosse théorie ce qu'ils appellent théorie du complot. Ça fait partie du top 3. Les humains n'ont jamais marché sur la Lune. Est-ce que c'est vrai, pas vrai ? J'ai aucune idée. Je pose la question. Quel est ton avis et pourquoi ? Il n'y a jamais eu d'homme sur la Lune. En tout cas... Toi, tu en es certain ? De la façon dont on l'explique. C'est-à-dire les missions Apollo. Il n'y a jamais eu d'homme sur la Lune. Avec ça. Alors, il y a peut-être eu, si ça se trouve, possible. Mais c'est des expériences militaires. Et là-dessus, clac, t'en sauras jamais rien. Je pense que s'ils avaient fait une expérience militaire, ils l'auraient filmé pour le montrer. Ah non, oh là là, non, il y a trop de choses à cacher là-dessus. Bah, sur la Lune, il n'y a rien à apprendre. Hein. T'es sûr ? Non, parce que j'en sais rien. La Lune, elle n'est pas habitée ? Ah, tu penses qu'elle est habitée ? Ah oui ? Ah non, attends, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a sur la Lune ?
Ah oui, tu crois vraiment à tout, là. C'est fou, c'est fou. Autant certains pensent qu'on n'est pas sur la Lune et pas de jugement, ça, il y en a beaucoup qui se la posent. Non, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, Elon Musk fait des fusées qui sont très performantes. Sais-tu à quelle vitesse vont ces fusées qu'il envoie? Non. 60 000 km/h. Pour échapper à l'attraction terrestre, il faut un minimum de 40 000 km/h. Les fusées de Elon Musk atteignent 60 000. Donc, après, quand tu as échappé à l'attraction terrestre, il faut pouvoir envoyer ton vaisseau à 400 000 km de là. Et là, il faut atteindre des vitesses de 80 000 km/h. Pas moi qui le dis, c'est les papiers de la NASA. J'invente rien, moi. Donc, 80 000 km/h, on arrive aujourd'hui à atteindre à peine 60 000, et en 1969, ils avaient déjà la technologie pour atteindre plus de 80 000 km/h. Allons. Pas sérieux, ça. Il n'y a aucune mission Apollo qui est allée sur la Lune. Aucune. Ni la 11, ni la 17. Je pourrais même te faire un gag là-dessus, mais je ne sais pas si on va avoir le temps, c'est dommage. Je t'aurais fait un gag, ça t'aurait vraiment fait marrer. Attends, moi, j'ai chaud pour un gag. Si tu me proposes un gag... Je pense Mais ouais, mais ça dure au moins 3 minutes. Ah oui, c'est quoi? C'est une conversation entre Léonid Brejnev et Richard Nixon. Qui a existé ou pas? Ah non, c'est une vanne, c'est une blague. C'est une blague. Mais il y a un fond de vrai. Allô, président Nixon. Леонид Брежнев à l'appareil. Здравствуйте, господин президент. Как у вас дела? Все хорошо? Молодец. Отлично. Dites-moi, président, je me permets, appelez-vous pour vous féliciter. Vous êtes très très fort. Vous avez réussi à téléphoner du bureau ovale à l'homme sur la Lune 400 000 km. C'est extraordinaire. Vous aviez assez de baudes pour envoyer le signal? Dites-moi, c'est pas un mensonge, j'espère. Nous avons vu aussi que vous avez envoyé astronautes sur surface lunaire pour jouer au golf. C'est extraordinaire. Mais la balle, elle est restée par terre, elle ne s'est pas envolée. Что вы говорите? Ah, vous aviez plombé la balle. Ah oui, bien sûr, c'est normal. Et nous avons vu aussi, président, que vous avez envoyé grosse voiture, Jeep lunaire. Comment vous avez fait pour mettre grosse voiture dans petit module lunaire? Il y avait la place? Comment vous dites? C'était pliable. Ah, la voiture était pliable. Ah, mais même pliable, ça prend de la place. Vous avez fait comment pour loger tout ça? Что вы говорите, président? В багажник, dans le porte-bagages. Vous êtes très ingénieux. On n'aurait pas pensé à mettre la Jeep lunaire dans le porte-bagages du LEM. Mais dites-moi, président, pourquoi vous n'avez pas été encore plus loin? Vous auriez dû envoyer un cow-boy sur la Lune, avec vache lunaire plombée. Mais pourquoi faire? Pour faire un rodéo. Eh bien, tu vois, s'ils avaient fait ça, les Américains, eh bien, aujourd'hui, on le croirait. Alors là, Patrice parle des missions Apollo, celle qui aurait emmené l'humain sur la Lune. D'après lui, on n'est non seulement jamais allé sur la Lune, évidemment jamais marché, mais vraiment qu'aucun être humain n'est allé sur la Lune déjà. En tout cas, c'est une des théories du complot les plus populaires sur Internet et ailleurs. Pourquoi c'est si populaire? C'est une des plus populaires parce que ça arrive dans un moment super spécial aux États-Unis. T'es dans les années 70. Les années 70 aux États-Unis, c'est marqué par plein de trucs. C'est marqué par la guerre du Vietnam, par le scandale de Watergate. Donc, si tu veux, c'est un moment où ce genre de théories peuvent se propager plus facilement qu'à d'autres moments. C'est quoi les arguments des gens qui pensent qu'on n'a jamais marché sur la Lune? Il y en a plein. Moi, c'est un sujet qui m'a passionné. En plus, j'adore l'espace. Mais tu as plein de trucs. Tu as le fait qu'on ne voit pas forcément les étoiles dans les photos, le drapeau américain qui flotte, là, tu sais, dans les vidéos, le fait qu'on n'avait pas, soi-disant, la technologie à l'époque pour y aller, etc. Il y a plein d'arguments comme ça. En fait, c'est aussi qu'on n'y est jamais retourné. Ça, c'est une des plus grosses questions que les gens se posent. Et j'ai regardé sur Internet aussi, et c'est vrai qu'on n'y est jamais retourné. Ouais. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi on n'est jamais retourné sur la Lune? Voilà. Tu tapes pourquoi, tu vas avoir ça comme question qui va apparaître sur Internet, quoi. En même temps, tu pourrais dire pourquoi on veut y aller, en fait. C'est toujours pareil, c'est que les États-Unis, quand ils sont allés sur la Lune, c'était un moment où c'était pour faire la nique à l'URSS, pour montrer qu'on est plus fort que tout le monde. Donc, il y avait un motif national incroyable pour y aller, quoi. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de raison d'y retourner. Alors Patrice, pour terminer, dit que pour envoyer un vaisseau sur la Lune, il faudrait que le vaisseau aille à 80 000 km/h. Il cite la NASA comme source.
Est-ce qu'on peut vérifier cette info ou pas? Alors je sais pas d'où ça sort, parce que moi du coup j'ai été vérifié source NASA aussi, donc on va pouvoir se faire un combat de source NASA. Non mais c'est vrai, tu vois. Et c'est plutôt 40 000 km, en fait, ça correspond à la vitesse nécessaire pour s'échapper de la gravité de la Terre. 40 000 km/h. 40 000 km/h, oui. Et puis après, il continuait, pour terminer, il disait que Elon Musk en fait fait des fusées qui vont à 60 000 km/h, et donc on était incapable à l'époque, en 1969, donc date du premier homme sur la Lune, de faire des fusées assez puissantes, d'arriver à 80 000 km/h. Est-ce que ça paraît logique comme raisonnement? Déjà, le problème, c'est que la base est fausse, parce que c'est 40 000 km/h et pas 80 000. Et ensuite, on savait déjà le faire dès les années 60 avec la fusée Saturn V du côté américain. Et du côté soviétique, le tout premier objet habité qui atteint cette vitesse, c'est la sonde Luna One, du côté de l'URSS. Comment tu parles aussi bien russe? Я говорю по-русски. Моя жена, она русская. Ma femme est russe. Et j'ai appris le russe pour me marier avec elle. Parce que je l'aimais comme un malade. Je l'aime encore. Tu l'as rencontré où? À Moscou. À Moscou. Elle avait une école de danse, elle donnait un spectacle dans la rue. Le spectacle était tellement beau que j'ai demandé à voir l'organisatrice du spectacle. Et on m'a présenté la directrice de la troupe de danse. Elle avait une école de danse à Moscou. Et du coup, j'ai parlé avec elle de la beauté du spectacle. Tu faisais quoi, toi, là-bas? Tourisme. Tourisme, et puis un peu de radio, un peu d'articles publiés. Je fréquentais des gens là-bas. J'y allais un peu pour tourisme et un peu pour autre chose. C'est-à-dire, tu étais journaliste? Non. J'étais invité, plus ou moins, sur différentes radios, pour parler de ces thèmes-là, par exemple. Et puis du coup, je l'ai rencontré comme ça, dans les rues à Moscou. On a discuté. T'imagines, un Français qui s'intéresse à son travail. On est admirés en Russie, nous les Français. Ils nous aiment. Et il y a une petite idylle, voilà. Félicitations. Spasiba. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Il y avait Agenda 2030, tu disais, pour terminer. Qu'est-ce que ça veut dire, Agenda 2030? L'agenda 2030, c'est un agenda qui a été mis au point pour mettre en place le nouvel ordre mondial. Ça, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend beaucoup aussi dans les milieux... Qui va changer, et je pense qu'il prendra effet en avril 2030. Je pense qu'on aura déjà des réponses à beaucoup de choses. Concernant l'économie, les crypto-monnaies, la façon de faire les paiements, ça va évoluer à une vitesse, on n'a pas idée. Et pas simplement que ça, sur le plan social, ça va être terrible. C'est-à-dire quoi le nouvel ordre mondial? C'est une autre façon de gérer le monde. Au lieu d'être géré pays par pays comme on a connu, avec un président dans chaque pays, un gouvernement global, dirigé par ceux qui sont dans le petit pyramidion au-dessus de la pyramide. On n'a pas pu parler de la moitié des sujets à peu près, mais on a quand même pu en aborder certains. Ouais. Je te remercie. C'est important qu'on ait quelqu'un qui... Parce qu'on voit beaucoup de ce qu'on appelle des complotistes, juste titre ou pas, mais on voit beaucoup de sujets sur les réseaux sociaux, beaucoup de forums, beaucoup de gens qui parlent entre eux. Et c'est important de recevoir, c'est vraiment l'engagement qu'on a eu près de vous, chez vous, quand on a lancé ce média il y a 2 ans, c'est de dire on peut recevoir des hommes politiques, des artistes, des gens qui ont des métiers originaux, des gens qui pensent différemment, des gens qui... Et chacun a le même droit de parole. On essaie d'exercer vraiment au mieux qu'on peut, vraiment du mieux qu'on peut. Tu vois, tu étais sur le même siège qu'un ancien président, un humoriste, un machin, peu importe, mais en tout cas... Tu te demandes pourquoi j'aime ton émission tout particulièrement? Voilà, tu viens de l'expliquer. Et c'est vraiment le but, c'est d'avoir tout le monde qui a le droit de parler, de s'exprimer, d'expliquer ce qu'il croit, etc. Et après, je pense que chaque Français a le droit d'écouter, de se faire son propre, son libre arbitre, de se dire tiens, ça j'y crois pas, ça j'y crois, ça peut-être qu'il a raison, ça peut-être qu'il a tort, ça il est fou, ça. Voilà. Et chacun pense différemment, c'est ça la richesse du monde aussi. Merci d'être venu parler face caméra. Merci à ton équipe. C'est pas facile à faire ce que tu as fait. Non. Qu'on y croit ou pas, ouais. C'est pas facile. Non. Il a fallu que Charlotte, Marie-Astrid soient suffisamment convaincantes pour me dire allez, viens. Et Louis aussi d'ailleurs. Pour me dire. Qui m'ont dit mais si, ce que tu as à dire, c'est intéressant. Sinon, tu sais, moi, je me tais là-dessus. Merci beaucoup. Merci. De loin. Pardon. Merci.
Je préfère te serrer la main. Avec plaisir, avec plaisir. C'est pour éviter le Covid. C'est un plaisir de te recevoir et de t'écouter parler. J'espère que ça t'a plu et que tu as pu tout dire. Alors, pas tout dire, parce que sinon, tu aurais eu 15 heures d'émission, ce que tu me disais avant. Absolument. En tout cas, j'espère que ça vous a plu sur le sujet. N'hésitez pas à commenter l'émission, à nous dire ce que vous en avez pensé en détail, si vous êtes d'accord, pas d'accord sur certains sujets. N'hésitez pas à vous exprimer. C'est le principe de cette émission. On laisse totalement libre tout. En tout cas, il y aura peut-être des commentaires qui seront supprimés. Ce sont des commentaires qui sont insultants ou méchants. Ça, évidemment, on essaye de respecter tout le monde. N'hésitez pas à liker, à commenter l'émission et puis à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On vous met aussi en podcast audio si vous voulez nous écouter comme ça quand vous êtes sur la route ou ailleurs. Vous êtes en train de faire du sport, vous pouvez nous mettre avec les écouteurs par exemple sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Amazon Podcast. On est premier podcast de France au jour du tournage, donc merci beaucoup. Vous êtes environ 150 000 à nous rejoindre en plus chaque mois sur YouTube, c'est énorme. Et ça nous fait super plaisir de vous voir si nombreux arriver chaque jour. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi. Donc merci aux auteurs qui ont écrit tout ça, qui t'ont contacté, qui t'ont rappelé suite à ton mail. Et je vous embrasse très fort. Puis on se retrouve très vite de toute façon pour une prochaine vidéo sur